est crucial dans nos sociétés démocratiques parce que l'information permet aux individus de prendre des décisions éclairées, de nous tenir au courant, informer des événements actuels, de nous forger une opinion et de participer au débat. Donc bien planter le décor en disant d'ores et déjà de considérer que la véracité en fait de l'information, elle est constitutive de la qualité de notre vivre ensemble. Alors si l'on reprend les travaux de Bill Kovac ou de Thomas Rosenstiel dans The Element of Journalism, ils nous disent bien le journalisme n'est autre que le système que les sociétés ont mis en place pour apporter cette information. Donc si je regarde maintenant les journalistes, eh bien eux se doivent de fournir une information qui est indépendante, fiable, précise, complète aux citoyens. L'enjeu, une fois ici encore, c'est d'apporter l'information aux citoyens dont ils ont besoin pour être libres, autonomes. C'est donc un véritable enjeu démocratique. Alors ce que nous disait Hannah Arendt en 1954, c'est que la démocratie ne peut fonctionner que si elle est construite sur une perception commune de la réalité, des faits véritables et discutables, et qu'on voit bien aujourd'hui que le processus de production d'une information de qualité est en crise, qu'avec lui, c'est notre système démocratique qui est totalement fragilisé. Et donc, je vous propose de partir du modèle d'affaires des plateformes numériques, de le décortiquer. Et c'est lui qui est à l'origine de ce vacillement de nos médias et qui conduit à placer l'information que l'on connaît aujourd'hui, avec la définition que j'en ai donnée, sous influence. Alors, c'est avant de commencer, peut-être un liminaire avec 2 points. D'une part, pour nous situer, un premier point, c'est depuis quand même l'arrivée du Web 2.0 et la naissance des réseaux qui nous ont offert la possibilité de poster des contenus, de nous exprimer, de partager avec d'autres, sont des supports d'expression directe et qui ont constitué et qui constituent encore une véritable révolution pour la liberté à la fois d'expression et de communication pour l'ensemble des citoyens. Donc à l'entrée dans nos vies depuis une vingtaine d'années maintenant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on constate que toutes nos pratiques, qu'elles soient informationnelles ou de divertissement, sont aujourd'hui totalement numériques. Ce sont 4 Français sur 10 qui déclarent s'informer sur les réseaux. Et où, dans le même temps, on voit que la consommation des ménages, par exemple, rien que pour la presse écrite sur les 20 dernières années, a diminué de près de 60%. Donc Facebook est la première plateforme d'accès à l'information, YouTube la première interface audiovisuelle auprès des moins de 30 ans, et Amazon la plus grande bibliothèque du monde. Vous voyez arriver avec les GAFAM. Dans ce nouvel espace public, au sens d'Habermas, qui est devenu totalement numérique, eh bien, ni le journaliste, ni l'expert, ni le politique n'ont le monopole de la parole, n'ont le monopole de la production de l'information, n'ont plus le monopole non plus de la diffusion ou encore de la distribution de l'information. Et les médias ne sont plus les seuls à distribuer de l'information, puisque grâce à ces innovations technologiques, nous sommes tous devenus nous-mêmes des médias. Alors dans cette mise en réseau et en mise en données du monde, on a un nouvel espace public qui est en train de se dessiner, mais qui est fragmenté, qui se décompose et qui, par ailleurs, finalement, est en train de se privatiser. Alors notre attention n'est plus dirigée vers des thèmes pertinents pour la société dans son ensemble, mais chacun vise à se retrouver lui-même et à se tourner vers lui-même. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est celui d'un contexte économique et géopolitique dans lequel nous nous situons dès 2015, donc c'est-à-dire avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le New York Times choisit le mot de l'année, truthiness, comme un marqueur de l'esprit de notre temps, c'est-à-dire qu'on parle non plus de vérité ou de fait, mais de ressenti. Aucune objectivité, pas de solidité factuelle au sens de Hannah Arendt, et on est complètement dans une ère de faits alternatifs. Alors, un mot qui est le reflet de la crise de la vérité dont parle très bien Byung-Chul Han, qui est un philosophe d'origine coréenne et allemand, et dans un ouvrage qui s'appelle Infocratie, et qui nous dit, en fait, on est véritablement dans une ère de post-vérité qui constitue une mine pour la défiance du public. Son écho, sa viralité, son caractère mondial ronge la confiance du public, et aujourd'hui, c'est l'émotion qui est charriée. Un mot qui est le reflet de la crise de la vérité, donc c'est d'une défiance. Cette défiance, on la retrouve dans les chiffres. Les Français pensent que 47% les journalistes vivent sous la pression des pouvoirs de l'argent ou des propriétaires de médias, et 51% vivraient sous la pression des pouvoirs politiques. Voilà. Donc une fois que ces constats sont posés, qu'on vient donc comprendre l'incidence de ces changements et le nouveau rôle des médias dans notre société, comment et pourquoi l'information est sous influence, quels sont les enjeux, quelles en sont les conséquences démocratiques. Je vous propose dans les 20 minutes qu'on a à passer ensemble, une division en 3 points. Les leviers économiques des plateformes, quels sont-ils pour bien les identifier, les conséquences
de la position hégémonique de ces plateformes sur l'économie des médias, et enfin les enjeux démocratiques que cela représente, en essayant de vous donner en conclusion quelques pistes. Alors un premier point sur les leviers économiques des plateformes, bien comprendre que finalement elles imposent leur modèle aux médias de masse de deux façons. Une première façon, c'est de comprendre bien que finalement le renversement des médias de masse par les plateformes est d'analyser et de partir de leur modèle économique et du marché à deux versants qui est maintenant bien connu, hein, de la presse à grand tirage à la télévision en passant par le cinéma, par la radio. Les médias cherchent à capter l'attention des publics et à la monétiser auprès des annonceurs. L'objectif, depuis très longtemps, depuis la presse industrielle, c'est de chercher une autre source de revenus que la seule vente aux lecteurs pour couvrir un coût de production de l'information qui a toujours été très élevé, en tout cas est trop élevé pour ne les faire payer qu'aux lecteurs. Et c'est ce particularisme-là du modèle économique, c'est-à-dire un même bien qui est vendu deux fois. Les médias vont retirer leurs gains en facilitant l'interaction entre des lecteurs et des annonceurs. Donc les premiers vont bénéficier de la publicité pour accéder à une information à un prix qui n'est pas le prix réel, et de l'autre côté, les annonceurs vont pouvoir toucher un lectorat ou une audience potentiellement acheteuse de son produit. Donc le modèle va jusqu'à la gratuité, c'est TF1, c'est Europe 1, c'est RTL, où on ne paye pas pour s'informer, et finalement seuls les annonceurs, donc c'est-à-dire un seul versant du marché, achète l'espace publicitaire pour couvrir le coût de production, et permet aussi la marge que va se réaliser l'éditeur pour avoir un modèle économique qui est viable. Finalement, si je regarde les plateformes aujourd'hui du numérique, les plateformes numériques fonctionnent sur un modèle relativement semblable. Elles sont elles aussi des intermédiaires qui vont mettre en relation des individus. Qui génèrent ces interactions, qui génèrent des interactions, qui génèrent ce qu'on appelle en économie des effets de réseau. Et à la différence, par contre, des médias, c'est que ces plateformes-là, qui sont des intermédiaires, ces grandes plateformes, bénéficient de bassins d'audience, mais qui sont bien plus importants que ceux des médias traditionnels. On parle de millions, voire de milliards d'internautes. Et ces milliards d'internautes, c'est vrai pour YouTube, c'est vrai pour TikTok, c'est vrai pour une dizaine de grandes plateformes structurantes décidées comme telles par la Commission européenne, et qui disent que finalement, on voit bien qu'elles attirent une pléthore d'annonceurs. Alors, des effets de réseau qui sont amplifiés par un caractère mondial, elles combinent des économies d'échelle, une efficacité qui se voit totalement démultipliée. Et on voit bien que ces plateformes sont des logiques et dans des dynamiques concurrentielles cumulatives qui structurent aujourd'hui l'économie et dont on s'aperçoit que finalement elles se résument à quelques firmes qui sont dominantes. Elles ont réussi à générer tous les effets de réseau et à évincer les autres acteurs économiques. Et c'est pour ça qu'on a un adage que l'on connaît bien de winner takes it all. On a bien les grandes plateformes qui récupèrent toute la valeur du marché. Alors la captation de notre attention qui fait fonctionner ces modèles, là non plus n'est pas nouvelle. Si on se souvient de la phrase de Patrick Lelay à l'époque, directeur général de TF1 en 2004, nous disait déjà à la base, le métier de TF1, c'était de vendre du cerveau disponible à Coca-Cola. C'est le but du jeu, c'est que finalement, entre deux messages publicitaires, on ait des émissions qui soient là pour divertir, détendre, préparer à ces deux messages-là. On voyait bien qu'on parlait déjà d'attention et de temps de cerveau disponible. Mais dans cette nouvelle économie dans laquelle on se situe depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire l'économie du numérique, ce temps de cerveau numérique est devenu disponible, il est devenu la matière première, la plus recherchée dans l'espace numérique. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui de véritables machines à fabriquer de l'attention. Elles savent comment nous capter d'abord, nous pousser des contenus que nous serions susceptibles d'aimer. Elles connaissent absolument nos façons de fonctionner, nos biais cognitifs, ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous séduit. Et ici, sur ce point-là, me semble fondamental, c'est que ce n'est pas la qualité de l'information qui les serve, mais c'est bien la séduction que cela peut provoquer. Et on reviendra sur ce thème de séduction, parce que derrière, il y a l'affect. Voilà, premier modèle, ce modèle des two-sided market et d'effets de réseau qu'on connaissait dans l'économie traditionnelle, mais dont les effets sont totalement amplifiés dans l'économie numérique. Derrière ces nouveaux modèles, c'est les modèles des plateformes, on a ce qu'on appelle donc les modèles de recommandation. Donc ces modèles qui reposent sur une collecte massive de données, c'est pour ça qu'on appelle ça de la big data, et une exploitation par de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle. Ce qui signifie que les données aujourd'hui occupent véritablement une place centrale dans l'économie numérique. Plus la plateforme va travailler son système
grâce à son algorithmie, son intelligence artificielle, pour collecter, pour organiser, pour trier, pour analyser, interpréter les données, eh bien, plus vont être précis les filtres et plus vont être pertinents et utiles les informations qui seront échangées. Et dès lors, j'améliore l'efficacité de l'appariement entre mes deux versants de marché que j'ai énoncés précédemment. Donc la collecte massive de données comprend l'ensemble des données que l'on connaît habituellement dans l'économie des médias ou dans le traitement des médias, le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, là où vous habitez, notre lieu géographique. Mais aujourd'hui, ici, ça va beaucoup plus loin grâce au profilage, au micro-profilage. Les données qui sont collectées sont des données personnelles, ça peut être nos données bancaires, mais également toutes les données phénotypiques. Et ce qui fait que finalement, toutes les traces que nous allons laisser en naviguant d'un site à un autre, en partageant, en consommant, en travaillant, en se divertissant, en interagissant, eh bien, tous ces éléments-là que nous laissons, toutes ces données que nous laissons, sont un moyen pour les firmes qui les collectent, qui les trient, qui les assemblent, eh bien, de nous fournir de nouveaux services, de nous cibler sur le plan publicitaire et en même temps, surtout, de mieux nous connaître en tant qu'individus. Alors ce big data collecté, appareillé et complété avec de l'algorithme et de l'intelligence artificielle fait que cette économie numérique ne reste pas dans le domaine de l'économie, notamment en matière de médias. Il y a un véritable impact sur la sphère politique. À partir des données finalement personnelles, la société a pu développer des outils d'influence pour cibler non plus le consommateur, mais également le citoyen. Alors c'est ce qui me fait arriver à mon deuxième point, toujours sur la partie économique tout de même, sur les conséquences, d'abord, avant de rentrer dans le politiquement incorrect presque, les conséquences de ces effets de domination de ces plateformes sur les médias. Il y a deux grandes catégories, il y en a d'autres, mais pour essayer en fait de les rassembler, que vous compreniez là où je souhaite aller, c'est que d'une part, on a des positions de ces grands acteurs que sont les GAFAM, des positions qui sont hégémoniques à tous les stades de valeur et tous les stades de la chaîne de valeur. Donc on connaît, d'une part, un premier élément, c'est la baisse de la durée d'écoute, la baisse du nombre de lecteurs des médias traditionnels qui se couple par définition avec la baisse des annonceurs, donc des dépenses d'investissement des annonceurs dans les médias. On y voit deux baisses qui sont corrélées et qui conduisent à un premier vacillement des modèles économiques qui ne trouvent plus à pouvoir couvrir les coûts de production de l'information. 82% des Français ne payent pas pour s'informer et les annonceurs délaissent peu à peu les médias traditionnels pour se tourner vers les grandes plateformes numériques. Le dernier rapport de l'Arcom et des GEMIC nous dit qu'en 2030, les 2/3 des investissements publicitaires iront vers ces nouvelles plateformes, donc au détriment, par définition, des médias traditionnels. Cet effet presque mécanique, il est renforcé par une position hégémonique à tous les étages. Premier étage, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'on a les iOS de Google et d'Apple, donc deux systèmes d'exploitation qui sont installés sur tous les téléphones portables de tout le monde et qui fait que ça leur donne cette possibilité de laisser accéder les éditeurs à installer leur application ou pas. Donc elles ont vraiment un pouvoir de faire et de défaire, et donc un pouvoir de vie ou de mort chez un éditeur. Lorsque je parle d'un éditeur, ça peut être évidemment un titre de presse, un site de presse qui soit en ligne, une chaîne de télévision, de radio, quel que soit le média traditionnel ou nouveau dans le sens numérique. Cet effet hégémonique joue, mais évidemment ça pose question sur la question de l'accès à l'information, puisque c'est d'un point de vue citoyen, c'est pas neutre. Ensuite, il y a un deuxième effet hégémonique, c'est sur le marché de la publicité en ligne. C'est lui qui, d'une part, les grands acteurs sont en train de siphonner les revenus publicitaires des médias traditionnels, mais en plus, l'algorithmie qu'ils ont mis en place permet de cibler des clients. Ces grands acteurs prennent à peu près 80% de la croissance du marché publicitaire en ligne, qui est le driver du marché de la publicité et de la communication en général. Et par ailleurs, ils imposent leur système technique dans la publicité dite en ligne, qui s'appelle la publicité programmatique, et qui va jusqu'à capter 40% de la valeur, et qui conduit en plus les éditeurs traditionnels à être obligés de recourir à ces nouveaux outils, qui sont des points de passage obligés. Donc on utilise le terme de gatekeeper, mais une fois encore, ça vient me dire que si je suis un portail d'accès, j'ai la possibilité d'ouvrir, comme j'ai la possibilité de fermer cet accès à certains éditeurs.
Troisième élément et position hégémonique, c'est dans celle de la distribution, hein, donc je vais de l'amont à l'aval. La distribution, bien, les big tech utilisent leur position dominante pour imposer leurs propres conditions de monétisation, de commission, de critères de distribution, ce qui limite totalement les marges de manœuvre et l'indépendance économique à la fois des créateurs et des éditeurs. Alors on connaît, il y a 1000 exemples, hein, il y en a un que j'avais en tête pour vous aujourd'hui, c'est celui qu'a pu livrer la société de jeux vidéo Epic Games avec son jeu Fortnite, où la société, l'éditeur avait décidé finalement de tenter de contourner les magasins d'applications Google et Apple en offrant un moyen de paiement direct à son jeu. Eh bien, les deux grands acteurs ont décidé de retirer le jeu, et évidemment, il faut être sacrément costaud pour ne plus d'avoir la possibilité finalement de ne plus être présent sur ces deux drivers d'audience. Donc, à part des acteurs comme un Netflix ou un Epic Games capable de dire bah non, en fait, je choisis un autre moyen de me distribuer et je choisis ma commission, et c'est à ce prix-là qu'on peut dealer. Évidemment, il n'y a quasiment aucun autre acteur qui soit en capacité de ne pas se laisser imposer ces modalités de monétisation et de distribution. Donc là encore, hein, une démonstration en quelques termes rapides d'une position hégémonique en amont, en intermédiaire et en aval de la chaîne de valeur. Alors ça pose évidemment des questions qui sont centrales sur la diversité des contenus, voire sur le pluralisme des opinions, et ça sera le dernier point de mon intervention. Peut-être un petit élément supplémentaire dans cette question de positionnement hégémonique, c'est la concurrence qui se joue également face aux créateurs. Donc on est dans le marché des médias, mais si je regarde un tout petit peu, un tant soit peu, les créateurs, on voit bien que les plateformes offrent aux créateurs des contenus qui sont indépendants des alternatives aux structures traditionnelles, comme les maisons de production, les maisons d'édition, tout en imposant leurs conditions de monétisation. C'est l'exemple que je vous ai donné avec Epic Games, mais il y en a un autre sur la nature même de la création et pas simplement sur la distribution d'un jeu. Eh bien, c'est YouTube qui devient un acteur dominant pour la distribution de jeux vidéo. Hein. C'est 500 heures de minutes téléchargées dans le monde. Donc voilà, par minute, hein, c'est 500 heures de vidéos téléchargées dans le monde. Donc il faut imaginer l'ampleur et la capacité de la plateforme à être un acteur incontournable. Eh bien, YouTube attire les créateurs de contenus indépendants par définition, hein, mais également les médias traditionnels, voire les chaînes de télévision. Aujourd'hui, la plateforme capte une grande partie des revenus publicitaires, qui oblige les créateurs finalement à dépendre des conditions de monétisation, mais en plus finalement qui pousse par le biais de l'algorithmie à privilégier des contenus qui seraient plus engageants et qui vont pousser les créateurs à aller vers des contenus qui apparaissent comme les plus sensationnalistes, parce que ça génère du clic, ça génère du temps d'attention, ça génère de la publicité, mais évidemment ça risque de porter atteinte, en tout cas la question de l'uniformisation potentielle ou de baisse de diversité est posée. Voilà, peut-être pour ces deux premiers points qui sont véritablement, voilà, mon entrée était celle de décortiquer le modèle économique de ces acteurs-là et de voir ensuite quelle incidence ça peut avoir sur la démocratie. Alors, je n'ai pas la prétention de vous dire en deux temps. J'espère que vous aurez l'occasion de lire mon ouvrage où j'en dis un peu plus. Mais peut-être quand même, ce troisième et dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est justement sur ces enjeux donc, démocratiques. Donc les positions hégémoniques dans l'accès et à la distribution de l'information, comme je vous l'ai montré, remettent en cause, et c'est ça le danger, l'existence même des médias. Et vous l'aurez compris, hein, qui voient aujourd'hui leur modèle économique vaciller, à la fois parce qu'ils perdent leur audience et en même temps parce qu'ils perdent leur monétisation sur le plan des revenus publicitaires. Or, ces acteurs-là, donc les médias dits de masse, ou des médias traditionnels, sont les garants d'une production, d'une information de qualité. Alors, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas ailleurs de la production de qualité qui ne serait pas produite par des journalistes ou en dehors de l'éditorialisation de médias. C'est pas ça. Je regarde vraiment les grands enjeux et comment la production de l'information et son processus de production professionnelle d'information de qualité est altéré dans ce process numérique. Donc, ils sont les garants d'une production d'une information de qualité qui sont encadrés par la loi 1881 pour la presse écrite, 1986 pour les médias audiovisuels et numériques. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'aucune de ces plateformes n'a pour mission, n'a pour obligation
de produire une information de qualité. Or, le modèle économique de ces plateformes, leur poids et la taille qu'elles représentent économiquement parlant et financièrement parlant, puisque certains de ces acteurs sont plus puissants économiquement parlant que certains États, eh bien, tentent à remettre en cause les médias comme vecteurs de démocratie, tentent à remettre en cause notre modèle démocratique tout court. Alors non, parce que ça a bougé là, pardon. Pour notre auteur Byung-Chul Han, que je citais tout à l'heure, la démocratie, dans son ouvrage Infocratie, il nous dit « La démocratie a dégénéré en infocratie », comme nous sommes complètement abasourdis par l'ivresse de l'information et de la communication. Ça s'apparente à un tsunami qui s'est emparé du domaine politique. Alors le modèle algorithmique des plateformes numériques sont des outils que beaucoup d'auteurs disent, et dans lesquels je m'inscris, qui sont des outils manipulatoires. Alors Google distribue l'information et les classes, mais sur ce qui est pertinent pour notre recherche, mais également en fonction de ce qui est fiable et utile pour elle. Des systèmes de filtres répondent à des biais dans la sélection des informations pour retenir notre information. Arthur Grimont-Pau, dans son ouvrage Algocratie, nous dit que 80% des contenus sur Google ou sur Facebook et 95% des contenus sur TikTok sont filtrés par leur algorithme. Alors, dans un environnement numérique et mondialisé, le constat posé, il est paradoxal finalement. Nous sommes dans un espace informationnel numérique beaucoup plus large qu'il ne l'était, mais qui apparaît comme moins démocratique, avec une concentration des pouvoirs entre les mains des GAFAM, qui sont, une fois encore, des acteurs plus puissants et économiquement et financièrement que certains États. Alors, ces acteurs se sont appropriés les caractéristiques des médias de masse. Ils deviennent des sources de revenus, des relais des centrales d'information, des capteurs de manne publicitaires. Ils ne suivent qu'une seule logique, c'est celle en fait de la logique du profit, et qui met hors jeu le citoyen bien informé pour lui préférer finalement un consommateur bien aiguillé. Alors le modèle leur modèle économique s'appuie sur la collecte de données. Et ils utilisent énormément le micro-ciblage, ce que beaucoup d'Américains appellent la psychométrie, qui est un procédé qui est fondé sur les données et destiné à produire un profil totalement personnalisé. Donc ça permet de mieux prédire le comportement d'une personne que ne pourrait le faire l'ami de cette personne. C'est Shoshana Zuboff qui nous dit finalement ces acteurs finissent par nous connaître mieux que nous-mêmes. Ce sont des systèmes qui génèrent des informations qui dépassent ce que nous croyons croire de nous-mêmes. Alors ce micro-ciblage, les électeurs ne sont donc pas informés du programme d'un parti politique, on leur diffuse au contraire une intention manipulatrice de messages publicitaires taillés sur mesure à partir de leur psychogramme, et ce sont fréquemment des fake news. Alors les exemples de manipulation des votes sont aujourd'hui largement connus. On est parti du scandale de Cambridge Analytica en passant jusqu'au vote du Brexit, en passant par ces dernières élections de Donald Trump où les réseaux sociaux et la gouvernementalité algorithmique ont joué un rôle, en tout cas n'ont pas été neutres. Ils ont joué un rôle manifeste, des modèles qui reposent sur de la manipulation, du trucage, du faux, du mème, de l'envoi massif de centaines de milliers de messages ciblés à notre insu, exactement comme on voyait pour Cambridge Analytica. Alors, c'est particulièrement inquiétant, et pardon, je n'ai pas envie de vous plomber l'après-midi, mais c'est particulièrement inquiétant dans la mesure où aujourd'hui ces nouveaux outils sont devenus très rapidement extrêmement puissants. On ne parle plus de IA, mais d'IA générative, de deepfake, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et à défaut de convaincre finalement ce que l'on constate, c'est que ces nouveaux outils continuent ne nous convainquent pas, mais vont jusqu'à semer le doute, l'incertitude, des innovations qui rendent de plus en plus compliqué le distinguo entre le vrai du faux. Alors David Chavalarias, il nous dit que l'objectif, finalement, c'est de couper les utilisateurs des médias dits traditionnels ou des médias de masse et de les orienter vers ces nouvelles sources d'informations qui, elles, sont manipulatrices. Elles polluent massivement l'espace public, elles portent atteinte à la crédibilité des médias et on finit par ne plus croire, en tout cas on constate que les biais partisans augmentent. Ils augmentent quoi? La fake news d'un côté, voire la polarisation de l'autre. Donc ce sont des nouvelles sources
qui viennent à décrédibiliser les médias de masse et à altérer notre confiance, une fois encore, en semant le doute, en semant l'incertitude. Alors ces façons de procéder en ligne viennent finalement se déporter sur les médias traditionnels en accélérant leur course à l'audience. Eux-mêmes voient leur modèle terriblement fragilisé, on le voit dans le nombre de journalistes ou la baisse du nombre de journalistes, la réduction des équipes de rédaction, la fragilisation de leur propre modèle économique, donc eux-mêmes, des individus et des journalistes, et donc du modèle d'affaires en général, qui pousse également ces médias finalement à pas toujours, mais en tout cas le danger, c'est que ça les conduit à pousser à l'approximation et à confondre l'opinion plutôt que l'information pour générer du buzz, et vous voyez la dynamique dans laquelle on peut rentrer. Alors, en conclusion de ce topo, ce que nous dit cet auteur Anne, je l'ai cité à 2-3 reprises, je viens de le lire et le découvrir, qui est pourtant un philosophe extrêmement connu, mais que j'ai trouvé vraiment extrêmement riche et percutant. Il nous dit « L'époque de la vérité est manifestement révolue. Le régime d'information refoule le régime de vérité, pourtant indispensable. » Et moi, je reviens sur les propos de Hannah Arendt qui nous dit bien la vérité nous donne un appui. Elle est le sol sur lequel nous nous tenons le ciel et qui s'étend au-dessus de nous. Donc, pour conclure ce point-là et cette thématique-là, de dire que dans ce nouveau monde des médias, dans cette urgence démocratique, il va falloir absolument trouver des solutions pour sortir finalement de ce régime manipulateur, sortir du fait que nous tous, nous consommons de plus en plus en ligne et nous sommes sujets et potentiellement susceptibles de nous faire embarquer de son mouvement manipulatoire. Moi, j'y vois 2 sorties de secours, si j'ose dire. Une première, la réglementation. Alors, effectivement, mes 6 années passées au Conseil supérieur de l'audiovisuel m'ont permis de mieux rentrer ou plus rentrer de ce que pouvait représenter une réglementation et l'application d'une loi comme celle de 86 et du cadre, surtout, de qu'est-ce qui garantit la liberté de communication aujourd'hui. Donc je pense que ce renforcement aujourd'hui de la réglementation et notamment de son dispositif de mesure anti-concentration qui est désuet, mais d'autres éléments ne vont pas plus fort, mais néanmoins, en tout cas ce renforcement de la réglementation à l'égard des big tech et de rééquilibrer cette asymétrie aujourd'hui réglementaire entre médias traditionnels et médias en ligne, ou en tout cas grandes plateformes numériques, est un levier possible pour sortir. Le deuxième levier, c'est vraiment selon moi, l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique pour finalement redonner du pouvoir aux citoyens, à nous tous, pour comprendre, pour apprendre, décrypter, aiguiser notre esprit critique et ne pas se faire embarquer par toutes ces techniques manipulatoires qui mettent en danger notre démocratie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Peut-être je vais poser une question en première, entre-temps qu'il y a des questions dans la salle, dans le public. Vous avez tissé au début cette opposition, de toute façon, les 2 termes consommateur et citoyen, oui. Voilà, sur lesquels vous n'êtes pas spécialement revenu. Et voilà, je m'interrogeais si c'est par rapport à, si une personne est citoyen mais transformée en consommateur, comment vous voyez ça? Et je vous demandais ça parce que je m'interrogeais sur les 2 sorties. Il y a quand même pour moi un 3e élément, que c'est celui de la servitude volontaire, c'est-à-dire des personnes qui ne souhaitent pas spécialement être réglementées ou éduquées. Et alors, je voulais savoir un peu comment vous voyez la chose. D'accord. Merci beaucoup. Consommateur et citoyen, c'est vraiment l'idée de dire que finalement, lorsque je vois le modèle économique des médias, ça ne signifie pas que les médias sont philanthropes. Elles sont des entreprises qui, elles aussi, maximisent un profit, mais par contre, qui ont intégré, par l'obligation de la loi, du fait que l'information est un bien public. Donc, dans la mesure où l'information a la typologie d'un bien public, elle appartient à la catégorie des biens publics, eh bien, finalement, la réglementation se justifie. C'est comme ça, on voit que nos sociétés justifient l'intervention de l'État, soit par des aides, soit par l'existence d'une réglementation forte sur pas plus de temps de publicité ou tout simplement l'existence d'un service public. C'est ce qui justifie que finalement ces entreprises de médias traditionnels s'adressent à la fois à un consommateur, elles maximisent un profit, donc c'est des entreprises à part entière, mais également des entreprises entièrement à part, dans la mesure où l'objet bien informationnel étant un bien public, alors elles sont régies
par une réglementation relativement stricte qui leur permet finalement d'avoir une gouvernementalité qui est celle de... On a la loi du 2 avril 1947, par exemple, qui fait que tous les titres de presse doivent être présents à égalité dans tous les kiosques journaux. Et il n'y a pas de kiosques journaux, il n'y a pas simplement une opinion d'un autre ou simplement un éditeur qui serait plus riche qu'un autre éditeur. On a dans la loi de 47 bien l'idée de un éditeur, une voix, quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre de titres qu'il possède. Alors le consommateur, et donc là c'est le consommateur qui devient un citoyen, puisqu'il doit en fait, pour pouvoir se forger une opinion, pouvoir accéder à une diversité de titres. En revanche, si je bascule sur les médias aujourd'hui en ligne, ou en tout cas ces grandes plateformes numériques, elles voient bien qu'elles véhiculent, d'ailleurs elles se disent et elles ne veulent absolument pas être responsables. On a la DSA, le Digital Service Act, qui fait tout pour justement donner de la responsabilité à ce type d'acteurs et les obliger à modérer les plateformes, à mettre en place des moyens techniques et humains pour retirer des propos qui seraient diffamatoires ou qui atteindraient à l'opinion. Et donc, on voit, mais elles ne s'adressent finalement absolument jamais aux citoyens, elles s'adressent à des consommateurs et elles captent bien l'attention pour tenter que vous restiez le plus longtemps possible. Et les débats, la polarisation, la fake news, c'est bien l'idée de jouer sur l'émotion, c'est bien l'idée qu'on reste plus, on consomme plus, et absolument pas nous embarquer vers le job de citoyen, si je veux dire, ou de transformation de consommateur à citoyen. Donc c'est vraiment deux éléments différents. Ensuite, effectivement, les gens peuvent ne pas considérer que c'est bien d'être éduqué. En tout cas, dans nos démocraties, l'école est obligatoire. Et là encore, pour les mêmes raisons, finalement, de considérer que l'information est un bien public, l'école est considérée obligatoire parce que l'État va interférer dans vos fonctions de préférence et ne va pas vous demander est-ce que tu as envie ou pas d'aller à l'école. Tu vas aller à l'école parce que finalement, ça génère des externalités positives pour toute la société, que chaque individu soit plus éduqué, soit plus informé et constitue son objet même de l'école, c'est qu'on soit des citoyens informés. Alors après, lorsqu'on est grand, adulte, on a le droit de plus s'informer, on a le droit de plus être éduqué. Mais je ne suis pas certaine je suis même certaine du contraire, que l'école est indispensable. Le savoir, la connaissance fait de nous, en tout cas, permet de nous garder notre libre arbitre et d'être des citoyens qui soient libres. Alors ensuite, on a cette liberté de ne pas consommer, ça c'est possible aussi, ou de ne pas s'informer. Merci beaucoup. Peut-être on passe. Est-ce qu'il y a des questions à Nicolas? Médias traditionnels, enfin l'impact des plateformes sur les médias traditionnels, il y a une partie que vous n'avez pas abordée, c'est que les médias traditionnels, la défiance, elle ne date pas des plateformes. Enfin, il y a d'autres raisons que les plateformes et que l'interaction entre les plateformes et les médias traditionnels pour qu'ils se décrédibilisent, ou en tout cas qu'ils soient perçus comme non crédibles, pas qu'ils se décrédibilisent, mais que la perception qu'ont les citoyens dans les médias, on pourra en reparler. J'aimerais que vous réussissiez, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est très récent, 2 actualités de cette semaine. La première sur le lien entre GAFAM et médias, Google qui lance une expérimentation cette semaine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, oui, sur la dépendance, à propos des droits voisins, puisque la dépendance, elle était quand même un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a une époque où quand même les grosses plateformes avaient intérêt à avoir le contenu des médias pour les diffuser parce qu'ils avaient quand même besoin de ce contenu frais et de qualité pour leur audience. Oui. Et donc là, l'expérimentation cette semaine autour de la question des droits voisins, de mesurer en France, ils vont supprimer le contenu des éditeurs de presse à 1% de l'audience, alors dans quelques pays dont la France, pour regarder quel est cet impact et pour en gros essayer de mesurer en différentiel quelle est la valeur réelle que leur apportent les contenus de presse chez eux. Une fois que cette évaluation sera faite, peut-être en tireront-ils les conclusions que finalement, ils n'ont plus besoin de ça. Ou à l'inverse, la conclusion espérée par les médias est que ça a encore de la valeur et que donc, il est légitime qu'ils touchent des droits voisins. Ça, c'est la première actualité. La deuxième, c'est pour revenir à la question de les médias et les suspicions qu'il peut y avoir envers les médias. C'est bien sûr par rapport aux actionnaires et la concentration n'est pas que dans les plateformes, mais également sur les médias traditionnels, la surconcentration des actionnaires. Et on apprend, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, que l'école supérieure de journalisme va être reprise par des grands industriels qui sont par ailleurs également propriétaires de médias et que donc la consanguinité et la concentration de toute la filière, y compris dans les médias traditionnels, risque encore une fois de plus de jeter la suspicion sur la manière dont l'information dite crédible et professionnelle est créée et avec ce que ça peut sous-tendre d'intérêt à agir de la part de ces actionnaires. Merci beaucoup pour ces riches questions. Je vous rejoins totalement sur
la défiance qui est portée finalement vis-à-vis des journalistes. Aujourd'hui, je vous donnais les chiffres de 47% et 51% selon les pouvoirs économiques ou respectivement les pouvoirs politiques. C'est le baromètre Kantar-Lacroix qui fait ça depuis 1986 ou 1989. Donc on voit bien que c'est une longue descente, si j'ose dire, doucement mais sûrement. Donc il ne faut pas inférer, dire que c'est uniquement effectivement depuis l'arrivée des plateformes. Ce qu'il y a, c'est que clairement la multiplication du nombre des plateformes, la multiplication du nombre de sites, la multiplication du nombre de titres conduit finalement à ce qu'il y ait une très forte concurrence. Et cette très forte concurrence à laquelle vous ajoutez l'arrivée de ces nouveaux acteurs qui offrent de l'information gratuitement, eh bien, a conduit véritablement à altérer ou à fragiliser le modèle économique des médias traditionnels. C'est-à-dire que quand on décortique le modèle économique des médias, on voit bien que c'est depuis le 19e siècle qu'ils ont fait appel à une nouvelle source de financement qui est la publicité. Enfin, à une autre source de financement qui est la publicité. Pourquoi ? Parce que l'information coûte extrêmement cher à produire. Et que si nous devions couvrir le coût de production uniquement par le prix de vente au lecteur, ça obligerait le lecteur, le titre, à avoir une large base finalement d'annonceurs. Le seul moyen de diminuer votre coût de production, c'est d'avoir une taille, une audience qui est très large. Mais ce n'est pas le cas en fait. L'arrivée de la radio, l'arrivée de la télévision a conduit à multiplier le nombre de concurrences. Les chaînes d'information en continu gratuites ont encore plus augmenté cette concurrence qui rend de plus en plus, qui conduit à la fragmentation des audiences et qui donc rend compliqué pour un titre de presse ou un titre traditionnel, eh bien, de couvrir son coût de production parce que sa taille est insuffisante. Dès lors, la mécanique traditionnelle de ce type la mécanique en fait, la mécanique économique, c'est de se concentrer. Or, évidemment, la concentration dans n'importe quel secteur d'activité n'est pas bonne. On sait très bien que le monopole va conduire à augmenter le prix d'un produit ou encore à diminuer la qualité de ce produit. Là, dans ces industries d'opinion, de fabrique d'opinion, l'édition comprise, c'est encore pire puisqu'il y a cette notion d'où le propriétaire ou celui qui sera en position de monopole pourrait imposer en plus ces idées-là. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un secteur qui a besoin d'une concurrence comme n'importe quel secteur d'activité parce que le monopole est dangereux et n'est pas bon pour le consommateur téléspectateur, mais dans le même temps, il faut un dispositif qui soit suffisamment solide pour empêcher la concentration. Donc il y a deux effets, me semble-t-il. C'est à la fois, on voit bien que la concurrence, l'innovation, la technologie, la recherche conduit de plus en plus ces secteurs d'activité à avoir besoin de beaucoup de cash, de beaucoup d'argent pour pouvoir répondre à la concurrence, pour pouvoir aussi fournir aux consommateurs une information de qualité et d'être up-to-date et ne pas avoir un vieux truc, mais avoir quelque chose de très ergonomique et donc répondre à tout le monde. Donc cette nécessité de mise en commun, de mutualisation, de fonds, elle est nécessaire pour un secteur d'activité en pleine évolution technologique notamment, mais dans le même temps, elle a besoin d'un dispositif de mesure anti-concentration qui soit suffisamment solide pour que l'information ne soit pas entre les mains de quelques-uns. Et c'est toujours été cet arbitrage-là qui a toujours été compliqué. Les lois anti-concentration, les premières, c'est 1984. On est en 2024, eh bien, avec l'innovation technologique, il faut absolument trouver de nouveaux moyens, de nouveaux outils juridiques et économiques qui parviennent véritablement à circonscrire et à bien mesurer si le secteur est concentré ou pas, et lorsqu'il est, quels sont les garde-fous qui sont mis en place pour que l'information qui soit produite permette un processus de production qui continue d'être fiable, c'est-à-dire d'avoir des journalistes qui soient en capacité de produire une information de qualité et indépendante des pouvoirs politiques et des pouvoirs financiers. Concernant le Google, bah oui, c'est terrible en fait. C'est terrible parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années maintenant, il y avait des éditeurs, et notamment belges, qui avaient dit, bon bah écoutez, moi je suis arrêté de me référencer, plus la peine de me référencer sur le moteur de recherche Google. Bah, ça a été dramatique évidemment pour les titres de presse qui ont été totalement invisibilisés. Donc en fait, c'est un jeu qui est vraiment asymétrique. Vous avez un acteur qui avec Google et Apple, c'est 3800 milliards de valorisation boursière, c'est le PIB de certains États, donc on voit bien qu'on est dans des forces qui ne sont plus du tout les mêmes. En plus, en Europe et en France également, on est complètement des Google maniaques. On n'a pas d'autres moteurs de recherche qui ont une part de marché semblable. Aux États-Unis, je crois que
Binge, ça doit être 30% de part de marché. En Europe, c'est 92% Google. Donc il a une force de frappe incroyable. L'autorité de la concurrence évaluait entre 30 et 80% la dépendance des titres au trafic de Google. Donc ça va beaucoup plus vite lorsque vous cherchez un article, très souvent, de passer par Google, même lorsque vous savez où est-ce que vous allez pouvoir trouver le site, tellement finalement leur moteur de recherche est d'une efficacité aujourd'hui redoutable. Donc qu'est-ce que ça leur apporte, leur apporte pas? Ils ont tellement multiplié le nombre de services depuis 30 ans que finalement la question qui se pose, de la façon dont vous la posez en tout cas, si je la comprends bien, c'est est-ce que l'actualité continue d'être pour eux un driver d'audience suffisant pour pouvoir maximiser leur profit, au cas où leur profit ne serait pas suffisant? C'est pour ne pas payer les droits voisins. J'entends bien, mais d'une certaine façon, c'est à la fois pour maximiser le profit et d'autre part, et de se dire effectivement, si les sites de titres traditionnels ne me rapportent pas suffisamment, je ne vois pas pourquoi je couvrirais le coût de production, donc le droit voisin, c'est-à-dire la rémunération des journalistes en ligne. Oui, c'est même le principe même est scandaleux. Enfin, oui, c'est monstrueux. En tout cas, sur le plan démocratique, on voit l'incidence. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Finalement, à défaut de faire de la morale, c'est d'un point de vue démocratique ce que je constate et ce qu'on met de plus en plus en évidence. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je le disais en amont, je fais de plus en plus, c'était de la socio-éco. Maintenant, ça devient de la socio-éco politique, où j'ai tente de bien utiliser les outils que je comprends en économie et de voir l'incidence que ça peut avoir sur un effet démocratique. Et là, l'effet manipulatoire de l'algorithme, de ne pas savoir comment ça fonctionne, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir ce qui est pris. Hier, j'étais à une journée d'études qui était organisée par l'ARCOM. Il y avait des papiers de recherche qui étaient extrêmement intéressants. Certains travaillaient sur les dark partners. C'est incroyable, en fait, finalement, cette réglementation des algorithmes. Même lorsqu'on leur demande d'être transparents, finalement, ils ne le sont pas. Ils font semblant de l'être, quoi. Donc, ça va loin. Il faut absolument, finalement, c'est à la fois cette occasion de discuter devant vous et en même temps mon ouvrage, c'est un coup de gueule en fait, en disant, mais c'est un coup d'alerte, en disant, mesdames et messieurs les parlementaires et le gouvernement, réveillons-nous, mais tous quoi, et réveillez-vous, parce qu'effectivement, lorsqu'on discute 30 ans encore après la loi de 86, alors qu'on a un dispositif de mesure anti-concentration qui n'est pas du tout efficace et on sait que c'est une véritable passoire, ça a une conséquence démocratique. Le fait que les gens confondent l'information avec une opinion, c'est dramatique. Et le fait qu'on puisse se dire finalement, le fait de ne pas se désinformer ou l'infobésité, c'est dramatique d'un point de vue politique. Il y a le rapport, et peut-être je terminerai pour vous répondre à la question s'il y a d'autres questions, mais le rapport Stigler qui avait été fait aux États-Unis en 2019 sur la partie uniquement des médias avait montré la corrélation qu'il y avait entre l'arrivée d'Internet et le fait qu'il y ait de moins en moins de journaux de journaux locaux, local presse, oui c'est ça, des journaux locaux, et conduisait à ce qu'il y ait une moins bonne connaissance de la chose publique et moins de votes. Donc les médias ont un rôle. Là, je ne suis pas en train de dire finalement vive les médias, c'était mieux avant. Ce n'est pas du tout les questions. Aujourd'hui, c'est les médias et les médias en ligne. Mediapart fait partie de cette étude-là. Il n'existait pas dans le monde sans numérique. Donc, c'est de dire que les médias ont un rôle démocratique. C'est pour ça que je suis partie de Hannah Arendt et en même temps de la nature de l'information, de l'importance de l'information dans notre démocratie, d'une information de qualité avec les caractéristiques de biens publics et du fait qu'elles doivent être accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, on n'en est plus dans ces conditions-là. L'accès et la distribution, aujourd'hui, ce sont des acteurs et des plateformes numériques étrangères qui ont le là sur la chaîne de valeur de la production de l'information. C'est pas neutre. Je vous remercie beaucoup. On doit arrêter. Très très courte. Pardon, j'ai été longue dans ma réponse. J'ai été longue dans ma réponse. Je pense que voilà, je vais respecter les. Pardon, j'ai été trop longue dans ma réponse précédemment. Je vais répondre et vous dites si vous avez la réponse ou pas. D'accord. Ma question était, est-ce que vous avez connaissance des outils de l'EMI, de l'éducation aux médias actuels adaptés à ces plateformes? Parce que je pense que les outils traditionnels de l'éducation aux médias vont pas fonctionner, parce que là, il suffit pas de savoir comment fonctionne Instagram pour se désintoxiquer d'Instagram. C'est beaucoup plus fort que ça. Oui, et voilà. Oui, peut-être juste en deux mots, oui, les outils, autant le terme, et je peux comprendre qu'on peut imaginer que quand on parle d'éducation aux médias et à l'information, ça fait un peu poussiéreux. Aujourd'hui, c'est l'éducation aux médias, à l'information, à la citoyenneté numérique. Et évidemment, les outils
sont totalement actualisés et même de l'intelligence artificielle sont proposés, donc sont intégrés dans des nouveaux outils pour pouvoir aider de plus en plus les enfants, les plus jeunes. Mais on voit bien que cette problématique-là touche également la parentalité numérique. Et d'ailleurs, le Clémy élargit en fait ces modes de compétences en se disant il y a à la fois la formation des enseignants, beaucoup d'enseignants, j'en ai rencontré beaucoup ces derniers mois, des enseignants du secondaire et du primaire se retrouvent démunis face à la pratique phénoménale et exponentielle des plus jeunes avec ces nouveaux outils. Dans le même temps, donc il y a ce point-là, il y a la côté de parentalité numérique qui est un élément important où des parents se trouvent démunis également face à finalement l'ampleur de ce phénomène-là, alors qu'il y a des choses qui se font très bien, il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants qui sont derrière leurs écrans, ça ne veut pas dire que c'est mal non plus. Donc il faut absolument décortiquer tout ce temps passé derrière un écran et le savoir également le maîtriser. Et il y a le lien de plus en plus à faire entre les médias et l'école. C'était le rôle du Clémy. Aujourd'hui, il faut embarquer les plateformes dans ce nouveau monde. La question, elle n'est pas d'aller contre les plateformes, la question de faire avec elles. Merci beaucoup. On passe au deuxième intervenant. Merci beaucoup encore à Nathalie Sonac. Alors, Julien Pinter, voilà, vous voulez vous installer. Aujourd'hui, chercheur, maître de conférence à l'Université d'Alicante. Avant, chercheur en économie monétaire à l'Université de Migne. Et a été chercheur invité dans plusieurs établissements comme Harvard, l'Université d'Amsterdam et la Charles University de Prague, et compte aussi une expérience dans le monde des banques. C'est justement ça, c'est les sujets d'aujourd'hui. Il va nous parler des banques centrales dans les médias grand public. J'allais commencer par dire que je suis très content d'être ici, mais je suis un petit peu plus triste maintenant et pessimiste après la première intervention. Donc merci quand même, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc je suis Julien Pinter, donc je suis maître de conférence à l'Université d'Alicante. Je suis aussi affilié avec l'Université de Migne. Ce projet, donc vous m'entendez comme ça, plus par là, ouais. Comme ça, c'est bon. Ok. Et donc le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, il est développé en collaboration avec Carole Abinder, qui elle est à l'Université du Texas à Austin, et qui est aussi affilié au NBER. Et donc c'est vraiment un projet qui est très préliminaire, c'est la première fois que je le présente. On vient de finir le codage des données. Et donc à la base, le projet s'appelait les banques centrales dans les médias grand public, mais pour aujourd'hui, on a fini le codage que de la Banque centrale européenne. Donc ce que je vais vous présenter, ça s'appelle la Banque centrale européenne dans les médias grand public. Le plus simple pour moi, pour vous présenter ce projet, c'est de commencer par vous dire d'où est venue l'idée. Et l'idée, en fait, vous ne voyez pas les slides. Ok. Donc la Banque centrale européenne dans les médias grand public. Donc le plus simple pour moi, je vous disais, pour vous présenter le projet, c'est de commencer par d'où est venue l'idée. Et l'idée est venue d'une enquête, l'enquête Kantar, qui a été faite pour la BCE, auprès d'un échantillon de près de 20 000 personnes dans la zone euro. Et cette enquête, en fait, elle demande en particulier, elle pose deux questions en particulier. La première question, c'est est-ce que vous avez entendu parler de la Banque centrale européenne? Ici, la grande majorité des gens répondent oui. 90% des gens répondent oui, on a entendu parler de la Banque centrale européenne. Et ensuite, ils demandent où avez-vous entendu parler de la Banque centrale européenne? Et ici, peut-être que ça va vous sembler invraisemblable après ce qu'on vient d'entendre, mais en tout cas, pour la Banque centrale européenne, ce qu'on voit, c'est que 80% des personnes qui ont entendu parler de la BCE en ont entendu parler via la télévision. Donc la télévision, c'est vraiment la première source d'information quand on entend parler de la BCE. Et ça vient vraiment loin devant les réseaux sociaux. Ici, je vous mets le graphique, donc on demande où avez-vous entendu parler de la BCE. Et donc, ce que vous voyez au niveau agrégé de la zone euro, c'est que la première réponse, c'est télévision, ça revient dans 81% des réponses. Et ensuite, la deuxième source, qui est quand même assez loin, il y a quand même 20 points de pourcentage de différence, c'est la presse écrite, avec la presse en ligne, la radio, qui sont très proches. Je pourrais vous montrer le même graphe pour la France, l'Espagne, l'Allemagne, qui sont les trois pays sur lesquels je vais me focaliser aujourd'hui.
je les ai, mais je ne vais pas perdre de temps avec ça. Juste, je vais vous dire que c'est la même chose. Si vous prenez la France, télévision vient en premier. Tous les pays de la zone euro, télévision vient en premier. Et ensuite, la deuxième source est quand même assez loin. Pour la France, c'est presse écrite et radio quasiment à égalité, mais toujours avec cette grosse différence de graphique quand même très décalé, hein, au niveau de la première source et de la deuxième source. Donc à partir de là, on se dit que quand on lit ça, quand on voit ces données, on se dit que si on veut vraiment connaître l'information qui est reçue par le citoyen moyen sur la BCE, et si on veut connaître l'impact de cette information sur les perceptions économiques du citoyen moyen, perceptions sur comment va évoluer l'économie, comment va évoluer l'inflation, si on veut connecter ces deux choses-là, il est vraiment indispensable de commencer par analyser ce que la télévision diffuse. Et donc, en fait, c'est ce que ce projet va faire ici. Ce qu'on va faire, on va se concentrer sur cette première question, qui est simplement comment la BCE apparaît-elle dans les médias grand public. Et si je vais faire le raccourci, peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être trop raccourci, mais je vais faire médias grand public est égal à télévision, puisqu'on voit que la plupart des gens sont affectés par la télévision. Et comment est-ce qu'on va répondre à cette question ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir les transcripts des principaux JT en France, Allemagne, Espagne, sur une période de 2011 à 2023, et on va analyser le contenu de ces transcripts pour dresser les premières statistiques descriptives sur le traitement télévisuel de la BCE, sur un ensemble d'aspects qui sont pertinents pour les économistes. Quels sont ces aspects qu'on juge pertinents pour les économistes? Donc il y a beaucoup de dimensions de papier, ici je m'en présentais que 4. Les 4 dimensions, ça va être la première, est-ce que la BCE fait l'objet de beaucoup d'attention ou de peu d'attention dans les JT? La deuxième, ça va être, est-ce que les décisions de la BCE sont systématiquement relayées par les médias télé? La troisième, c'est quels aspects d'une décision de la Banque Centrale Européenne augmentent sa probabilité de couverture par les JT télé? Et la quatrième, c'est est-ce que le reportage explique comment les décisions vont impacter l'inflation? Parce que vous le savez peut-être, j'imagine, c'est que la Banque Centrale Européenne, son premier but, c'est de contrôler l'inflation, le développement du niveau des prix. Et donc, on s'intéresse à comment est-ce que les reportages peuvent décrire comment ces décisions impactent l'inflation. Pour vous donner un aperçu des résultats de ce qu'on trouve dans notre étude, à la première question, est-ce que la BCE fait l'objet de beaucoup ou de peu d'attention dans les médias? Bon, bien sûr, ici, c'est subjectif. Vous pouvez venir avec beaucoup de mesures sur comment mesurer l'attention. On voit dans tous les cas, je pense, même si vous prenez d'autres mesures, vous aurez la même réponse qui est non. En moyenne, en France, on voit que, je vais vous dire comment on vient avec ce chiffre, mais on voit que c'est 0,03% du JT en moyenne entre 2011 et 2023 qui parle de la BCE. Je vous parle des JT de TF1 et des JT de France 2 réunis ici. En Allemagne, c'est des chiffres qui sont moins importants, qui sont négligeables, mais c'est quand même 10 fois plus par rapport à ce qu'on voit dans le JT en France et dans le JT de France 2 et TF1. Est-ce que les décisions de la BCE sont systématiquement relayées? Bon, ici, peut-être pas de surprise pour vous, mais en fait, pour nous, ça l'était. C'est non, mais vraiment pas du tout, dans le sens où seulement 15% des décisions sont relayées, par exemple, en France. Et en Espagne et en Allemagne, on trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de reporting sur ces décisions. On a à 35% de reporting sur les JT qu'on analyse. Quels aspects d'une décision de la BCE augmentent sa probabilité de couverture à la télévision? On voit que c'est plus probable si il y a un changement de taux. Donc, ça va peut-être la Banque centrale a changé ses taux il n'y a pas longtemps, par exemple. Donc, on voit que quand il y a des changements de taux comme ça, il y a plus de probabilité d'avoir une couverture télé. Ou s'il y a une décision qui a surpris les acteurs financiers. Est-ce que les reportages expliquent comment les décisions vont impacter l'inflation? Ici, on voit que c'est très peu le cas, et l'accent il est souvent mis sur des variables qui seraient peut-être jugées secondaires par les économistes, comme l'impact sur le coût du crédit immobilier. Comment est-ce que ces trouvailles nous permettent de contribuer à la littérature économique? En fait, la plupart des études qui étudient le lien entre la communication de la Banque centrale, les décisions de la Banque centrale par exemple, et les perceptions économiques des ménages, perception économique, perception d'inflation, soit elles ignorent le traitement média, ou soit elles se concentrent sur la presse écrite. J'ai un article où je me concentre sur la presse écrite qui a été publié l'an passé, ou sur Twitter, un article par exemple qui a été publié cette année sur Twitter. Et en fait, on est vraiment les premiers à se focaliser sur ce que dit la télévision, et on pense que c'est important vu les statistiques qu'on a vues juste avant.
La littérature, elle a aussi montré, donc cette littérature, justement, elle a montré que les citoyens ne résistent pas toujours aux communications de la Banque centrale. Et ici, par exemple, Binder, ma co-auteur, suggère qu'il y a 3 explications. La première explication, ça peut être une faible culture économique, une difficulté à comprendre les communications, ou simplement un manque de couverture médiatique. Et ce que Rosa suggère, c'est que cette 3e explication, elle a une certaine pertinence. On peut quantifier sa pertinence. On ne dit pas que les 2 autres ne sont pas pertinentes, mais celle-là, en tout cas, on voit qu'il y a une pertinence ici. Et enfin, la littérature, elle montre que les citoyens ne comprennent pas toujours comment la politique monétaire impacte l'inflation. Vous savez, si la Banque centrale augmente ses taux, comme elle l'a fait l'année dernière, en théorie, c'est pour diminuer l'inflation. Or, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens pensent que quand la Banque centrale augmente les taux, c'est pour augmenter, cela va augmenter l'inflation. Et ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour les économistes. Il y a des études très bien publiées qui ont trouvé que, donc Peter André et ses co-auteurs, qui ont mis en lumière ici que cela pourrait être dû au fait que les ménages ont en tête un canal par les coûts, dans le sens où quand on augmente les taux, cela va augmenter les coûts d'emprunt, et si ça augmente les coûts d'emprunt, ça va se répercuter sur une hausse des prix. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que ce canal qui est très présent dans la tête de beaucoup de gens, il peut être lié aux narratives qu'on voit dans les JT télé. Et je vais vous en dire plus après. Donc voilà, le plan pour aujourd'hui, je vais simplement vous dire très rapidement comment on a obtenu les données, quelles données on a, et les résultats pour chacune des 4 dimensions. Peut-être que je vais aller juste sur 3 dimensions. Donc les JT qu'on a, donc en France, on a le 20h de TF1, on a le 20h de France 2 qu'on a analysé. On a toutes ces données sur 2011 à 2023. Sur France 2, on a un peu plus, on remonte à 2003. En Allemagne, on a Die Tagesschau qui est le premier JT en Allemagne, avec quasiment 10 millions en termes d'audience. Et pour Die Tagesschau, on a 2011 à 2023. On a aussi le 2e JT, le plus important en Allemagne, qui est Heute, sur 2022-2023. Ici, je ne vais pas parler d'Heute, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque résultat qu'on a eu pour Die Tagesschau, on a pris les données de 2022-2023, on a comparé à ce qu'on avait avec Heute sur 2022-2023. Tout ce que je vais vous dire ici, ça vaut pour Heute, quand on compare Die Tagesschau et Heute sur ces 2 années-là. C'est même pire, des fois, Heute est même beaucoup plus attentif à la BCE que Die Tagesschau. Donc vous pouvez considérer, quand je vais dire les résultats pour l'Allemagne, si vous considérez que ces 2 JT sont représentatifs de l'Allemagne, vous pouvez considérer que les résultats tiennent pour l'Allemagne. Et en Espagne, on a Telecinco qui est ou était, selon les sources, le numéro 1. Et encore une fois, on a 2011 à 2023. Comment on a obtenu les données? Une partie avec le lab de l'INA, donc merci encore pour cela. C'est très difficile avant d'obtenir les données, donc c'était vraiment super de pouvoir obtenir les données ainsi. Pour Telecinco, je suis allé au siège de Telecinco pour récupérer les données avec l'équipe d'archives, et en partie aussi par scrapping, notamment pour France 2, sur la période avant 2010. Tout ce que je vais vous présenter ici, ça repose sur une analyse manuelle de tous les JT. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé d'outils automatiques, on a juste simplement pris ce qui contenait BCE et Banque Centrale Européenne, et on a fait une analyse manuelle. Pourquoi une analyse manuelle et pas automatique? Donc, pour 2 raisons principales. Un, il y a beaucoup de dimensions qu'on a codées, il n'y a pas que ces 4 dimensions que je vais vous montrer. Donc ça veut dire qu'il faudrait développer un outil à chaque fois. Et 2, on a très peu de JT, donc la précision est importante, et c'est très dur d'être précis avec des méthodes automatiques. Maintenant, les résultats pour chacune des 4 dimensions qu'on a. Alors 1, est-ce que la BCE fait l'objet de beaucoup d'attention dans les JT? Ce qu'on a fait ici pour calculer l'attention dans les JT, vous avez peut-être d'autres méthodes en tête. Ce qu'on a fait ici, c'est simplement isoler chaque paragraphe ou phrase qui parle de la BCE ou de sa politique. Et une fois qu'on a isolé ce paragraphe ou cette phrase, on va compter le nombre de mots qui sont dans ce paragraphe ou cette phrase. Et avant de continuer, je vais vous montrer un exemple. Ici, par exemple, donc, avant, ça part d'une boulangerie où il y a des hausses des prix sur les viennoiseries, et ensuite, ça revient, je pense qu'ici, le plan revient sur David Pujadas, qui dit pour lutter contre l'inflation, la BCE a décidé d'augmenter pour la 10e fois son taux d'intérêt de référence. Il passe de 3,75 à 4%, un niveau historique. La BCE qui estime que l'inflation atteindra 3,2% l'an prochain dans la zone euro. Et ensuite, l'inflation, c'est dans les rayons de supermarché qu'on a suivi le plus, certaines franchises Leclerc, etc.
ce qu'on voit ici, c'est que toute la partie en jaune va être sélectionnée puisque c'est la partie qui réfère à la BCE et à sa politique. Donc ici, je vais compter le nombre de mots, et il y a 52 mots. Et je vais prendre ces 52 mots, et je vais dire que c'est l'attention qui a été donnée à la BCE. Et quand on fait ça, on peut prendre le nombre de mots qu'il y a donc liés à la BCE, je le rapporte au nombre de mots total du JT, et ça vous donne la statistique ici, qui est la part du temps consacré à parler de la BCE. Et ici, ce qu'on voit, quand on le fait pour TF1, on se rend compte que c'est 0,02% en moyenne entre 2012 et 2023. Sur France 2, c'est 0,04%. Si on prend l'Allemagne d'Itageshow, on a 0,25%, donc on a un chiffre qui reste petit, mais qui reste quand même 10 fois plus important que ce qu'on a sur TF1. Et Telecinco, on est proche de la France, même si c'est un peu plus, on est à 0,6%. Vous pouvez vous demander ce que ça donne en termes de minutes. Je l'ai fait, mais je n'aurai pas le temps d'aller là-dessus. Simplement, juste vous dire qu'en France, c'est quasiment 10 minutes en 2012, alors qu'en Allemagne, en 2012, on a quasiment 50 minutes. On a fait un proxy pour le temps, mais je n'aurai pas le temps d'aller là-dessus. Donc voilà, c'est le résultat numéro 1, c'est que le temps des JT consacré à parler de la BCE et de sa politique, il est quand même négligeable. Il reste plus important en Allemagne qu'en France et en Espagne. Le deuxième point, est-ce que les décisions de la BCE sont systématiquement relayées ? Ici, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Pour France 2, ce qu'on a fait, donc on a pris chaque décision, on a regardé si elle était relayée dans les médias. Et ce qu'on voit, c'est que France 2 couvre seulement 13% des décisions. TF1 couvre seulement 7% des décisions. D'Itageshow, 35% et Telecinco, 33%. Donc, encore une fois, on voit qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus d'attention à la BCE. On peut se demander aussi, est-ce que les décisions considérées comme importantes par les économistes sont-elles, est-ce qu'elles sont couvertes par les JT ? Là, je ne sais pas si ça va, j'ai plus le terme en français, mais si ça vous parle ou pas. Le quantitative easing, par exemple, qui a été implémenté en janvier 2015, c'est quelque chose qui a été considéré comme très très important par les économistes. Et ça a une attention particulièrement importante, c'est très relayé, c'est une des politiques les plus relayées, que ce soit en France, Allemagne ou Espagne. Par contre, il y a des mesures comme la forward guidance sous la norme de la cible d'inflation symétrique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça, c'est quelque chose qui est considéré comme très important aussi par les économistes, mais ça a zéro attention dans les JT, que ce soit en France, Allemagne ou Espagne. Vraiment zéro attention pour la forward guidance. Ce qui est puzzling pour des personnes comme moi qui étudient ça, qui étudient l'impact que ça peut avoir sur les firmes, sur les ménages. On se rend compte que ça a vraiment zéro attention. Le troisième point, quels aspects d'une décision de la BCE augmentent sa probabilité de couverture par la télévision ? Donc ici, ce qu'on a fait, on a fait une régression très simple, et donc on a fait une analyse limitée au rôle des facteurs suivants. On a pris pour les facteurs sous contrôle de la Banque centrale les changements de taux, est-ce qu'il y a eu un changement de taux ou pas, est-ce que la décision a été surprise ou pas, est-ce que le changement de taux intervient après une longue période sans changement de taux. Et on a pris des facteurs macro-financiers, donc l'incertitude économique, la volatilité sur les marchés financiers de la semaine, donc juste avant la décision de la BCE, le changement dans le niveau de l'Eurostoxx de la semaine encore, donc juste avant la décision de la BCE, le changement dans le niveau du taux de change juste avant le meeting de la BCE. Et on a essayé de voir en fait si cela, quand on faisait une régression et en variable dépendante, on mettait une DUMI qui est égale à 1 s'il y a une couverture par la télé et 0 sinon, quelle variable ressortait ici, pour avoir une idée de ce qui peut fonder. C'est des facteurs, c'est pas tous les facteurs bien sûr, mais sur les facteurs qu'on a ici, lesquels peuvent être pertinents pour expliquer le reporting des banques centrales. Si je vous montre juste les résultats pour France 2, en fait, ce qu'on voit, c'est que la variable changement de taux ou la variable décision surprise, c'est les seules variables qui ressortent comme étant importantes, peu importe le modèle OLS ou Logit. C'est les seules variables qui ressortent en étant significatives statistiquement. La dernière dimension, comment les reportages expliquent le lien entre les décisions et l'inflation. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a analysé les narratives sous forme de graphes orientés acycliques. Peut-être que vous connaissez le terme DAG en anglais. Et donc, on a analysé plus exactement comment les JT présentent l'impact de deux politiques sur l'économie ou sur l'inflation. Les deux politiques sont les suivantes. Les changements de taux, donc changement de taux d'intérêt de la BCE, donc ça, je pense que tout le monde en a entendu parler ici. Chaque mois, il y a une décision et ils augmentent ou diminuent les taux, ou ils les laissent inchangés. Et les programmes d'achat d'actifs, peut-être pas tout le monde est familier avec ça, mais c'est les programmes qu'il y avait au cours de la dernière décennie. Ici,
Je vous donne un exemple de narrative, de ce qu'on veut avoir. Ici, par exemple, dans France 2, on a la Banque Centrale Européenne va augmenter ses taux. Une fois que les taux ont augmenté, eh bien, vous aurez plus de difficultés à avoir votre crédit immobilier. Les entreprises auront plus de difficultés à se financer. De fait, vous allez avoir une contraction de l'économie. Ici, ce qu'on veut capturer, c'est comment est-ce qu'ils vendent l'effet, l'impact que la décision aura sur l'économie. Et ici, on va le coder comme deux narratives. La première narrative, ça sera rate, donc le taux impact. Je vous les mets en anglais parce que c'est en anglais sur le graphe. Le taux va impacter le coût du crédit immobilier. Et ce coût du crédit immobilier va impacter l'économie. C'est une des narratives qui est présente dans ce texte. La deuxième narrative, c'est que le taux va impacter plus largement le coût du crédit. Donc ça, je fais référence à les entreprises auront plus de difficultés à se financer. Et cela va impacter au final l'économie. De fait, vous aurez avoir une contraction de l'économie. Et donc ça, c'est les deux narratifs qu'on va avoir. Et on va faire ça pour tous les reportages, que ce soit de France 2, de TF1 ou de Telecinco ou des JT en Allemagne. Voilà le graphe que ça donne à la fin. Concentrez-vous juste peut-être, oubliez APP, et concentrez-vous juste peut-être sur rate, donc les taux. Et ce que vous pouvez voir ici, donc la taille du nœud, c'est le nombre de fois que l'outil est mentionné. Donc ça vous donne une idée de combien de fois est-ce qu'on parle de taux par rapport à combien de fois on parle du programme d'achat d'actifs. Et ici, tout à la fin, ce que vous voyez, c'est l'impact sur l'économie ou sur l'inflation. Et encore une fois, la taille du nœud représente le nombre de fois où on parle de cet aspect-là. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand on parle d'un instrument, à la fin, on parle surtout de son impact sur l'économie, exactement comme dans l'exemple que je vous ai montré. L'impact sur l'inflation est moins discuté par rapport à son impact sur l'économie. Ce qui peut être contre-intuitif pour les économistes comme moi, où on a tendance à penser que le rôle de la BCE, c'est de contrôler l'inflation, donc on s'attendait à avoir beaucoup plus de narratifs qui vont vers inflation que vers économie. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc l'impact, souvent, est discuté en termes d'impact sur l'économie. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez voir. Ensuite, ce que vous pouvez voir, ici, c'est au milieu, ce sont les canaux intermédiaires. Et ce que vous pouvez voir, par exemple, c'est qu'il y a une flèche qui est assez grosse, assez épaisse, qui va de taux à coût du crédit. Et coût du crédit aussi, c'est un nœud qui est quand même assez gros, donc très fréquemment mentionné. Et en fait, ici, la taille de la flèche vous dit que très souvent, les taux sont liés au coût du crédit. Donc on va avoir cette narrative qui va être la Banque centrale augmente les taux, cela augmente le coût du crédit. Et ça, c'est il y a d'autres canaux, mais le canal principal qui ressort ici, c'est vraiment le coût du crédit. L'autre canal qui est très important aussi, c'est les coûts, les taux de crédit immobilier. Et donc ça, ce sont le mortgage rate ici, ce sont les deux canaux intermédiaires qui ont une importance très élevée dans les narratives médias qu'on peut avoir. Ça, c'est en France. Et en Allemagne, vous avez quasiment la même chose. En Espagne, c'est encore pire, dans le sens où les mortgage rates, mortgage payments, donc les paiements de crédit, les paiements de coûts immobiliers et les taux immobiliers sont très souvent mentionnés quand on regarde ce qui se passe, quand les médias parlent de l'impact des décisions de la BCE. Donc, pour finir là-dessus, simplement, les narratifs donc, décrivent peu comment les décisions affectent l'inflation. C'est ce qu'on a vu sur ces graphes. Et les narratifs sont très souvent portés sur le coût du crédit. Et donc, ce qui a un lien avec ce fameux canal, le canal par les coûts, qui est documenté dans les enquêtes ménages. Voilà, avec ça, je m'arrête là. Juste pour dire qu'on a la première étude qui s'intéresse au contenu TV sur la BCE. On trouve que la couverture, elle diffère selon les pays. Le contenu télé, il est cohérent avec des faits, j'allais dire puzzling, mais curieux ici, documentés précédemment. Et donc voilà. Et juste dire qu'en notre prochaine étape, c'est d'avoir des analyses un peu plus solides sur l'impact causal du traitement télé sur les perceptions des ménages. J'ai 2 minutes de retard, désolé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors, merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'il y a des questions dans Juste la comparaison
question par rapport à la presse. Tu as un article sur la presse, est-ce que vous avez fait la presse économique? La distinction qu'il peut y avoir entre médias grand public et presse économique, parce que la Banque Centrale Européenne, ça reste quand même un truc où, en gros, c'est des professionnels qui parlent aux professionnels. Je ne suis pas directement concerné, moi, tous les jours. Et est-ce que le traitement Financial Times, les Échos, etc., est-ce que c'est fondamentalement différent? Typiquement, entre Le Monde, Libé, Le Figaro, les Échos, Financial Times, est-ce qu'il y a des vraies différences, je ne sais pas ce qui était dans votre étude sur la presse, entre la nature des médias et des médias qui s'adressent aux professionnels? Est-ce qu'ils en parlent différemment, plus précisément, ou est-ce que globalement on retrouve l'équivalent? Parce que France 2, TF1, c'est du grand public. Les entreprises ne s'informent pas d'un point de vue économique avec ça, je pense. Oui, les entreprises sont pas si. Il y a des études qui montrent que les entreprises sont vraiment pas si au courant de ce que fait la Banque centrale. Donc, je ne sais pas avec quoi elles s'informent, mais j'aurais pas surpris de savoir que certaines ne vont pas dans Le Monde ou le Financial Times pour s'informer là-dessus. Après, donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on a fait la comparaison avec le FT, le Financial Times, le Wall Street Journal, la presse spécialisée? Non, on l'a pas faite. On pourrait le faire, mais ça serait beaucoup de travail. Je pense que là, il faudrait qu'on ait des méthodes d'analyse de texte automatisées. J'ai pensé à le faire, parce j'ai les données. Mais non, on ne l'a pas fait. Mais si je devais deviner la réponse, parce que j'ai travaillé déjà avec le FT, le Wall Street Journal, et je le lis souvent, je suis sûr que les narratifs, par exemple, seraient différentes. Le pourcentage... en fait, j'ai fait un article sur comment Le Monde couvrait les mesures de la Banque Centrale Européenne, et ici c'était, je crois que 90% des mesures étaient couvertes, alors que là on est à 15% sur JT de 20 heures. Donc je pense qu'il y aura des différences, mais on ne l'a pas fait. Oui, on a juste rapidement une question à distance, parce que c'est assez courte. La question est, les analyses des JT, des TF1, France 2 sont... Alors, est-ce que vous pouvez dire comment étaient les données? Voilà, est-ce que c'était basé sur une indexation documentaire ou retranscription? Transcription. Donc là, tout ce qu'on a ici... Oui, tout ce qu'on a ici, justement, c'est la nouveauté de cette analyse, parce que très souvent, les gens utilisent des index qui sont déjà faits, qui sont déjà codés, donc pas dans cette littérature, mais dans d'autres littératures. Mais ici, ce qu'on avait, c'était vraiment l'accès au transcript à chaque fois. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est avec l'accès au transcript. Et c'est ce qui nous permettait d'avoir quelque chose de plus solide, je pense, que ce que les gens peuvent avoir quand il y a des index qui sont déjà faits par des compagnies privées, qui ne codent pas exactement dans le détail comme on voudrait, nous. Oui, justement, vous l'avez mentionné, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens déjà, je ne tiens pas particulièrement à être filmé, si vous pouvez changer la caméra, c'est sympa. Je me suis mis là exprès, merci. Oui, donc il y a des méthodes automatiques justement pour construire les DAG d'arguments. Il y a quand même des choses, j'ai l'impression d'avoir vu passer des choses qui avaient marché justement sur la reconstruction de polémiques ou de choses comme ça. C'est quelque chose que vous avez exploré, vous n'avez pas eu de bons résultats et donc vous avez décidé de coder à la main, ou vous avez a priori décidé que ce n'était pas suffisamment bien et... Oui, plus ces dernières... J'en parlais tout à l'heure avec Alexandre, de cette partie sur les narratives. Je trouve ça, de ce que je connais, ça reste très difficile de détecter les narratifs en général. Donc il y a des méthodes qui sont développées, mais je pense qu'on est encore aux prémices, on n'est pas encore sur des choses qui sont assez précises pour pouvoir le faire de manière robuste, quoi. Ça reste, de ce que j'ai vu en tout cas, détecter les narratives, ça reste très compliqué. Peut-être que les dernières versions de ChatGPT permettent une détection des narratives. Je ne sais pas, j'ai pas Je pensais plus à ce que j'ai vu passer, c'était plus basé sur des surcouches sur de l'étiquetage syntaxique, quitte à mettre du machine learning sur ce traitement-là, mais sur des syllogismes, des syllogismes, des structures logiques qui permettent de reconstruire... je comprends. Il y a Elliot H qui a publié là-dessus notamment, avec d'autres auteurs. Ça reste... le problème, c'est aussi que c'est très hétérogène. La façon dont les journalistes parlent de l'impact causal, rien qu'ici, dans l'exemple que je vous ai donné, je crois que c'était
Oui, c'était sur deux phrases différentes. Pour comprendre que c'était lié avec l'économie, il fallait aller à la phrase d'après. Des fois, c'est dans une phrase, des fois, c'est dans deux phrases, des fois, ça commence dans une phrase, après, c'est trois phrases après. Je ne suis pas au courant de méthode optimale ici. Peut-être que j'en ai pas connaissance. Merci. Merci. On a une autre question à distance. La question est, est-ce que dans les autres pays, voilà, en Allemagne, en Espagne, on a des chaînes spécialisées en économie? Bonne question. Bon, ce qui est frustrant, peut-être, c'est qu'on se concentre que sur certains JT et on veut essayer de faire des conclusions générales. Bon, on s'est concentré sur les JT parce que c'est ce qui a la plus grosse audience. Et donc, quand on prend un citoyen lambda, la probabilité qu'il a entendu parler de la BCE via un de ces JT, elle est plus grande, je pense, que la probabilité qu'il a entendu parler de la BCE via, si je prends en France, je sais pas, BFM Business. C'est les chaînes qui ont la plus grosse audience. Donc, on ne s'est pas concentré sur les chaînes spécialisées ou la presse spécialisée. Si j'avais le temps, je le ferais. Mais sinon, on s'est concentré vraiment que sur... donc je ne sais pas s'il y a une chaîne spécialisée dans l'économie en Allemagne, mais on s'est focalisé que sur ce qui avait la plus grosse audience. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'ai une dernière question. Non, vous aviez une question? Non, c'est bon. Bon, quand même, la différence des couvertures de l'Allemagne est assez impressionnante. Oui. Voilà, c'est pour ça on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un billet de quelques types d'aller donner. Alors, je pense à deux possibilités. Une possibilité, c'est les formats vraiment de JT pour lesquels peut-être dans les autres pays, il y a des JT économiques qui sont séparés, qui peut-être ils peuvent s'enchaîner au JT normal. Bon, là, je ne connais pas les formats en Espagne, mais je pense, voilà, c'est ce qui se passe en Italie, par exemple. Est-ce que vous avez exploré s'il y avait des billets possibles ou c'est une donnée que vous considérez vraiment fiable? Non, c'est possible qu'il y ait des différences dans... En fait, on prend les JT les plus regardés, mais on sait que la population qui regarde les JT, ça reste quand même des populations qui ont l'âge moyen, je crois que c'est 60 ans en France. 60 ans en Allemagne, c'est pareil, c'est 60 ans aussi, je crois, dans ces zones-là. Mais toutes ces questions sur est-ce que le format du JT elle-même, est-ce qu'on peut vraiment comparer, est-ce qu'on compare vraiment des pommes et des pommes entre quand on compare l'Allemagne et la France, ça je peux pas en dire plus. Si vous avez des idées là-dessus, je suis preneur parce que je pense que vous connaissez mieux que moi peut-être. Mais non, on a juste considéré que c'était les JT qui avaient la meilleure audience, donc on pouvait les comparer entre eux. Juste pour revenir sur la différence entre l'Allemagne et la France, vous pouvez voir que en Allemagne, ici, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais on a aussi isolé les thèmes sur lesquels ils parlaient. Quand ils parlaient de la BCE, de quel thème ils parlent. Et on a fait le thème principal pour chaque reportage. Ce que vous voyez, c'est que il y a beaucoup de catégories, mais ici, ce qui est en bleu, c'est quand ils parlent des mesures de la BCE. Et ce qui est en vert, c'est ce qui parle de la BCE, mais pour d'autres thèmes. Ici, vous voyez en Allemagne, ils parlent beaucoup des mesures de la BCE. Je crois qu'il y a vraiment cette culture en Allemagne où la Banque centrale, c'est quelque chose d'important. Et ici, ils en parlent sur quasiment la moitié du temps où ils parlent de la BCE, ils en parlent à cause des mesures de la BCE. Quand on regarde en France, c'est différent. En France, c'est qu'un quart du temps. Et donc, c'est ce qui est en bleu aussi ici. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'ils parlent aussi beaucoup de la BCE pour des choses qui a trait à... ici, c'était un programme... il y avait un débat sur la légalité du programme d'achat d'actifs. Ça a fait énormément de bruit en Allemagne. Ils en ont parlé. Donc, cette catégorie, il y a beaucoup de ça là-dedans. On voit qu'un quart du temps d'antenne, il est passé à parler de ces choses qui a trait à la légalité du programme d'achat d'actifs. Est-ce que la BCE ne dépasse pas ses limites, etc. Et en France, ça, on n'entend jamais parler quasiment. Et donc, il y a une hétérogénéité. Bon, c'est pas dans le format, je ne réponds pas exactement à votre question, c'est pas dans le format, mais en tout cas, dans les thèmes qui sont traités, il y a aussi une hétérogénéité. Il y a plus d'intérêt, je pense, pour le public allemand par rapport à des choses où en France, c'est beaucoup moins disséminé. Merci beaucoup. Alors, on propose qu'on passe à Juste, je vois qu'il y a des commentaires en ligne, je pourrais les avoir ensuite. Je donne la liste des chaînes. Voilà, c'était pas en question. Okay. Ils ont partagé la page Wikipédia des chaînes télé. Voilà, c'est okay. Ça. Je vous ai posé toutes les questions qui étaient en ligne.
Alors, la dernière intervention, on a que comme dernier intervenant aujourd'hui Vincent Vagilet, qui est postdoctorant à l'École normale supérieure. On change ce sujet, mais même si l'angle est toujours les représentations médiatiques. Alors, Vincent a terminé cette année un doctorat en développement durable à la Columbia University. Et aujourd'hui, il travaille à partir d'un corpus INA. Également, c'est un corpus qui vient de recevoir et alors encore en phase exploratoire. Et son objectif, c'est voir comment les sujets environnementaux sont traités dans les médias. Ok, merci. Merci beaucoup. Non, il y a juste la première slide qui sera coupée, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave. Mais merci beaucoup pour l'introduction et pour l'accueil ici. Je suis très content d'être ici. Tout d'abord, j'ai envie de mentionner le fait que ce dont je vais vous parler aujourd'hui est un travail très préliminaire. J'ai récupéré les données de l'INA il y a un bon moment, mais j'ai pas pu travailler sur tout comme je voulais et j'ai exploré beaucoup de choses différentes. Merci, pardon. J'ai exploré beaucoup de choses différentes et donc là, on se reconcentre un peu avec ma collègue Elisa Mougin, qui est assistant professeur à l'ENS de Lyon. On se reconcentre un peu sur la question médias-environnement et on étudie les déterminants et les impacts sur les discours politiques. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un travail qui est vraiment très très préliminaire et donc je profite d'être ici et d'avoir été invité ici pour prendre le maximum de retours et le maximum de commentaires et d'informations sur ce qu'on fait et sur les questions qu'on aborde et la manière dont on les aborde. Et si vous avez des conseils, je les prendrai avec très grand plaisir. Donc, en fait, la motivation de ce travail, elle part du fait que, comme vous pouvez le voir dans ce graphe, qui représente le nombre de jours où on parle d'environnement dans le journal Le Monde. En fait, on parle d'environnement tous les jours maintenant dans le journal Le Monde. Donc, pardon, ce graphe représente en abscisse la date et en ordonnée le nombre de jours, la part des jours où on parle d'environnement. Et quand je dis parle d'environnement dans le journal Le Monde, c'est que le journal mentionne le terme climatique ou le terme biodiversité. Oui, je l'ai. Oh, effectivement. Pardon. Là, c'est le nombre de jours. Pardon, excusez-moi. Ce qui est représenté ici, c'est le nombre de jours où on ne parle pas d'environnement. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'environnement tous les jours. Dans les années 50-60, on en parlait très très rarement. Et aujourd'hui, en 2022-2023, on en parle absolument tous les jours. Et donc, en fait, il y a une augmentation de la couverture médiatique des thématiques environnementales. Et en même temps, il y a un changement de démarche et d'approche des journalistes sur les questions environnementales, notamment mise en avant par la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été mise en place par des journalistes de Vert il y a 2 ans, où en fait, où on voit que grâce du fait de ces deux points, on voit que l'environnement devient absolument central dans la couverture médiatique et à la fois qu'il y a un changement de l'angle d'attaque sur les questions environnementales. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce changement d'angle et cette augmentation de la couverture médiatique des thématiques environnementales a un impact sur l'agenda politique? Et c'est particulièrement important d'étudier ce type de questions au vu de la place que doit occuper l'environnement dans le débat public, au vu des très forts changements dont on a besoin dans le futur pour faire face aux crises environnementales, les crises de biodiversité et les crises climatiques. Et donc, la question qu'on essaie d'aborder dans ce sujet, c'est on essaie d'étudier quel est l'impact de la couverture médiatique des questions environnementales sur les discours politiques. Donc, c'est une question qui est assez complexe à étudier, évidemment, parce qu'il peut y avoir ce qu'on veut mettre en avant dans ce projet, au bout du compte, c'est une relation de causalité, où il y a un changement dans la couverture médiatique de l'environnement, des questions environnementales, et on va voir l'impact que ça a sur les discours politiques. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des causalités inverses, où s'il y a un changement dans le discours politique qui peut affecter la couverture médiatique, où il peut y avoir des événements extérieurs qui affectent à la fois la couverture médiatique et le discours politique. Donc nous, le grand jeu et le grand objectif de ce projet, c'est de trouver des instruments et des chocs qui affectent la couverture médiatique
sans affecter le discours politique autrement que via la couverture médiatique. Et donc, afin d'étudier cette question, tout d'abord, on se concentre sur une étape préliminaire, et qui est, que je dois le répéter, encore très préliminaire, où on explore un peu la couverture médiatique des thématiques environnementales, à la fois les tendances et les déterminants. Et un point que j'ai oublié de mentionner pendant l'introduction, c'est que je suis très content de présenter ici, parce que je sais qu'il y a de nombreuses initiatives qui étudient notamment l'évolution des tendances et des déterminants des représentations de l'environnement dans les médias, notamment à l'INA. Et donc, je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par ces questions et abordent ces questions dans leur travail. Et donc, je suis sûr que vous aurez tous beaucoup de commentaires à me faire sur tout ça. Et donc, pour ce projet, on utilise diverses sortes de données. Tout d'abord, comme mentionné en introduction, vous nous avez fourni des données INA, des données de notice. Donc, tout d'abord, initialement, j'avais accès aux données de notice traitant des questions d'environnement sur une longue période, entre 1950 et 2022. En fait, toutes les notices de la base INA, de la médiathèque INA, qui contenaient des mots-clés environnementaux comme climatique, biodiversité, énergie, nucléaire, etc. Et pas seulement des données de journaux télévisés, toutes des données télé et radio. Et l'avantage de ces données, c'est que ça couvre un large panel d'informations, de sources médiatiques variées, pas seulement des sources informationnelles comme les journaux télévisés. Mais l'avantage des journaux télévisés, c'est que ça nous permet de nous concentrer sur un seul type d'information, l'information qui est délivrée dans les journaux télévisés. Donc c'est pour ça qu'on a demandé, et le lab de l'INA nous a fourni très récemment un panel de données sur des notices de l'INA sur l'ensemble des journaux télévisés de 2000 à 2024. Et dans ce panel de données, il y a les informations sur tous les journaux télévisés, et pas seulement celles qui traitent d'environnement. Et donc en fait, ça nous permet de mesurer ce qui s'appelle la pression médiatique. Donc de cette manière-là, on va pouvoir regarder de quoi parlent les médias chaque jour. Et donc avec cette pression médiatique, ce que ça nous permet d'identifier, c'est que lorsqu'il y a des sujets d'actualité très pressants, comme par exemple les Jeux Olympiques, etc., il y a beaucoup moins de place et d'espace médiatique pour traiter d'autres questions, comme des questions environnementales. Et donc ça permet de faire des variations, comme je le disais au début, qui sont un peu exogènes et qui sont un peu aléatoires, on va dire, et imprévisibles, et qui permettent d'étudier justement l'impact de la variation de la couverture médiatique sur d'autres aspects, comme par exemple les discours politiques. Ensuite, dans ce projet, on utilise des données qui viennent du journal Le Monde. Donc, on a récupéré l'ensemble des articles, l'univers des articles qui ont été publiés dans Le Monde, donc de 1945 à aujourd'hui. Donc, on a accès à ces données de deux manières, via Gallicagram et via le texte intégral. Donc, on a récupéré le texte intégral, mais on a aussi, via Gallicagram, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un petit logiciel, disons, enfin pas logiciel, mais une base de données qui a été mise en place par deux doctorants, Benoît de Courson et Benjamin Azoulay, et qui permet de recréer des séries temporelles d'évolution du nombre d'occurrences de certains mots dans un grand ensemble de corpus, notamment Le Monde, mais aussi d'autres corpus beaucoup plus anciens, les corpus Gallica qui ont été fournis par la BNF. Et donc, en fait, avec Gallicagram, on peut très rapidement, en une ligne de code, on peut créer des séries temporelles, un peu comme celle que je vous ai présentée au début. Et donc, j'ai travaillé avec Benoît et Benjamin pour développer d'autres outils sur Gallicagram, pour faire notamment de l'analyse de co-occurrence et développer un peu les outils qui sont disponibles, notamment via le langage R, pour analyser les données du monde. Ensuite, la troisième source de données, c'est une source de données de discours politique. Donc ça, on ne l'a pas encore grandement exploré, mais on a récupéré toutes les interventions de membres du gouvernement entre 1974 et 2023 via le site Vie publique, ainsi que toutes les séances publiques de débat au Parlement, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais me concentrer
principalement sur les données INA, mais je vais vous parler aussi de quelques petites analyses que nous avons fait et qui sont encore une fois exploratoires avec les données du monde. Et donc pour les données INA, le grand jeu est ce qu'on cherche à faire tout d'abord dans un premier temps, avant de regarder l'impact qu'il y a de la couverture médiatique sur la couverture politique, des questions environnementales. On va étudier un peu dans le même esprit que la présentation précédente, quels sont les déterminants de la couverture environnementale des questions environnementales. La couverture médiatique des questions environnementales. Et donc la variable qui nous intéresse ici, c'est la proportion de temps d'antenne des JT, des journaux télévisés, qui est dédiée à l'environnement. Et on peut aussi s'intéresser à l'écart à la moyenne des chaînes, et pour voir de quelle manière est-ce que, en fonction de différents paramètres, qui sont ici sur lesquels je vais revenir, de quelle manière est-ce que la couverture médiatique des questions environnementales varie différemment et de manière différenciée pour chaque chaîne. Et donc, en fait, ce qu'on fait dans un premier temps, on explore de quelle manière la proportion de temps d'antenne qui est dédiée à des questions environnementales évolue dans le temps, comment est-ce que ça évolue dans leur chaîne, par chaîne, comment est-ce que ça évolue en fonction des autres actualités. Donc, est-ce que si, par exemple, il y a une actualité pressante sur une thématique, mettons thématique financière, est-ce que telle chaîne va plus parler de cette problématique financière et du coup va accorder moins de temps à l'environnement ce jour-là, mais par contre si l'actualité est centrée sur du sport par exemple, cette même chaîne, mettons TF1, va moins se concentrer sur le sport que l'ensemble des autres chaînes et plus accorder une place plus grande à l'environnement. Ensuite, ce que nous cherchons à regarder aussi, c'est de quelle manière est-ce que cette proportion de temps d'antenne varie par le type d'acteurs cités. Est-ce que les acteurs cités sont les acteurs concernés par les sujets environnementaux sont des politiques, des entreprises, les citoyens, etc., etc. Ensuite, par sujet environnementaux. Donc, est-ce que le sujet environnemental en question traite des causes, des conséquences du changement climatique ou des crises de biodiversité? Ou est-ce que ça traite plutôt de solutions? Ou est-ce que ça traite de juste d'une description du problème, etc., etc. Et un autre aspect qui est intéressant et qu'on est en train de développer et d'explorer, c'est l'angle de traitement. Notamment, un aspect qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir si les thématiques qui sont abordées dans ces journaux environnementaux parlent de solutions qui sont structurelles ou non structurelles, de solutions aux dégradations environnementales. Et ce que j'entends par structurel ou non structurel, c'est plutôt une opposition entre des éco-gestes, des petits gestes et des politiques et du coup, d'un autre côté, de la remise en question plus systématique et structurelle et des politiques qui sont plus structurelles et qui vont réformer le système de manière plus profonde que seulement des petits gestes. Et donc, j'imagine que... En voyant tout ça, vous vous demandez sûrement de quelle manière est-ce qu'on fait ça. Donc, on a plusieurs approches. Et je vais essayer de vous les expliquer un peu si j'ai le temps. Mais c'est encore un stade exploratoire, donc je prendrai aussi encore une fois tous vos commentaires. Donc ce qu'on peut faire, on peut très rapidement, je vous montre quelques résultats, mais qui sont encore une fois à prendre avec des pincettes, parce que l'analyse est encore très exploratoire, mais je présente tout de même ces résultats pour vous montrer le type d'analyse qu'on peut faire, plus que pour vous parler de la forme des courbes elles-mêmes et des résultats eux-mêmes. Mais la forme des courbes n'est pas très surprenante si l'on regarde l'évolution du temps d'antenne des JT qui est consacré au changement climatique sur TF1, France 2 et France 3. Donc la manière dont je définis ici changement climatique, c'est les notices qui contiennent le mot climatique. Donc c'est très restrictif et on a d'autres méthodes, on a développé d'autres méthodes plus larges pour définir de manière un peu plus précise quelles sont ces notices qui parlent de traitement de sujets climatiques, notamment en utilisant des Large Language Models et ChatGPT, de la classification avec des LLM comme ChatGPT ou Llama. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, encore une fois, comme pour les journaux, il y a une augmentation très forte assez récemment de la couverture médiatique des questions climatiques, assez récemment à partir des années 2015, et on peut noter qu'il y a une augmentation assez forte en 2015 qui coïncide très fortement avec la COP et avec ce genre d'événements. Donc des événements comme une COP vont augmenter fortement la couverture médiatique des questions environnementales.
par contre, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder de quelle manière, on peut étudier l'évolution différenciée entre les différentes chaînes. Et donc là, ce qui est représenté sur ce graphe, c'est une évolution dans le temps, encore une fois, de l'écart à la moyenne en point de pourcentage de la couverture médiatique des questions environnementales. Donc ici, par une méthode d'identification qui est très simple, juste une recherche de mots-clés pour le mot climatique, une variation par chaîne. Donc ce qu'on voit ici, c'est que chaque point représente, pour chaque mois, en moyenne, quel est l'écart à la moyenne de l'ensemble des chaînes du temps d'antenne par TF1 donné aux questions environnementales. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des évolutions qui sont potentiellement diverses pour les différentes chaînes. Encore une fois, les résultats sont à prendre avec des pincettes, et je ne vous conseille pas de prendre ça au pied de la lettre, mais on peut identifier comme ça des mécanismes qui peuvent paraître intéressants. Et donc ensuite, ce qu'on peut faire, on peut également catégoriser les discours climatiques et les sujets traités ici dans les données du monde. On peut les catégoriser en différentes actions. Est-ce que l'article parle d'action, d'inaction, parle des causes du changement climatique, des conséquences? Est-ce qu'il décrit un phénomène ou est-ce qu'il parle d'une urgence? Est-ce qu'il alerte? Est-ce que c'est une sorte d'urgence? Et on peut comme ça catégoriser les différents articles ou les différentes mentions de questions environnementales dans diverses catégories et voir de quelle manière ça évolue dans le temps. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est des catégorisations qui sont faites à la main, un peu au doigt mouillé, disons. Mais je suis en train de développer d'autres catégorisations, notamment avec des word embeddings et des LLM, pour essayer de catégoriser de manière plus systématique et un peu plus efficace différents articles dans différentes catégories. Et donc ça, ce sont des méthodes qui sont supervisées, où on donne par avance le nom des catégories. Enfin, les méthodes dont je parle en ce moment sont des méthodes où on donne par avance le nom des catégories qu'on veut identifier, mais j'ai aussi mis en place des méthodes qui sont non supervisées, comme des topic models, où on fournit les données à l'algorithme et ça nous ressort des groupes thématiques, disons, des groupes thématiques et qui ne sont pas prédéfinis. Pour l'instant, je me suis concentré sur des méthodes supervisées parce qu'il y a des aspects comme est-ce qu'on parle de ce type de catégorie qui m'intéresse particulièrement, mais en fait, en utilisant des méthodes non supervisées, on voit que ce qui émerge, il y a également des thématiques qui sont très... la catégorisation est assez différente et c'est une catégorisation qui est beaucoup plus orientée vers le type de sujet qui est couvert. Les COP, il y a souvent des topics qui sont vraiment le président de la République. Quand on crée les topics, on voit souvent qu'il ressort François, Hollande, Emmanuel, Nicolas, Sarkozy et Macron dans le même topic, et bien plus que des sujets de ce genre-là. Donc ça, c'est des choses que je suis encore en train d'explorer, enfin qu'on est encore en train d'explorer. Et donc, ensuite, ce qu'on peut construire, cette représentation est le même graphe que celui-ci, mais de manière peut-être un peu moins jolie, mais un peu plus claire. Et donc, on peut voir de quelle manière, ici, dans le monde, évolue la représentation, la part des articles qui parlent, c'est pas vraiment la part des articles, mais la part des termes qui sont associés avec climatique, qui font référence à des questions d'action, d'inaction, de description du problème. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les termes qui font référence à des questions de description du problème diminuent fortement. Donc, en fait, on comprend comment le système marche et comment les questions de changement climatique fonctionnent. Enfin, on comprend. J'imagine que l'audience comprend, et donc du coup, le monde s'adapte et ne décrit plus le problème, mais par contre, le monde alerte beaucoup plus sur la nécessité d'agir et sur l'urgence de la situation. Et donc voilà, ça c'était pour la partie média, et donc le but c'est de reconstruire un peu ces courbes, mais pour un ensemble d'acteurs. Et donc là, ce que ces courbes représentent sont à peu près la même chose que ce que je vous ai montré avant, mais rassemblées pour différents acteurs. Donc ici, c'est à peu près la couverture médiatique, c'est différentes mesures qui ne sont pas tout à fait comparables entre chaque acteur, mais différentes mesures de la couverture médiatique ou de la couverture politique des questions environnementales. Donc ici, pour le monde, c'est la proportion
de mots dans le monde qui parlent qui font référence, pardon, c'est la proportion de termes qui sont le terme climatique dans le monde et comment ça évolue dans le temps. Pour les journaux radio, c'est la proportion pareil dans les notices, la proportion de notices qui contiennent le terme climatique. Dans les journaux TV, c'est la proportion de notices qui contiennent le terme climatique. On pourrait aussi reconstruire ces deux graphes, mais avec la durée des émissions, ce qui serait un peu plus correct et que j'ai également fait, mais que je ne présente pas ici pour simplifier. Et pour l'Assemblée nationale aussi, c'est la proportion du nombre de mots dans les discours à l'Assemblée nationale qui sont le terme climatique, la proportion du mot climatique dans les discours à l'Assemblée nationale. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution globale. Et donc, le grand but de notre projet, c'est d'étudier est-ce que, lorsqu'il y a un changement de la couverture médiatique des questions environnementales, est-ce que ça affecte la couverture politique? Et ici, ce que ce graphe laisse penser, c'est que c'est seulement un changement quantitatif, mais ce qui nous intéresse vraiment, et qui va nous permettre d'identifier vraiment une relation causale, ce sont des changements qualitatifs sur la manière dont ces différents médias traitent de l'environnement. Et donc, voilà, ça m'amène à une de mes dernières slides, qui est, en gros, l'approche empirique. Le but de ce projet, c'est de suivre le but de ce projet, c'est de regarder l'impact de la couverture médiatique sur la couverture politique. Et pour ce faire, on développe diverses approches, et c'est encore un stade très préliminaire, donc je serais ravi d'avoir vos retours là-dessus. Mais tout d'abord, une approche qui est encore très descriptive, qui est un suivi de la diffusion des concepts de mots-clés et de lexiques-clés, comme le concept empreinte écologique, par exemple. Et là, on exploite juste une différence de timing, donc ça ne permet pas d'identifier réellement des relations causales, mais ça permet quand même de donner certaines informations sur la diffusion, la couverture de ces concepts mots-clés et lexiques entre les médias et les discours politiques. Et de même, et en allant un peu plus loin, ce qu'on compte faire et qu'on n'a pas encore implémenté réellement, c'est d'utiliser des algorithmes de similarité pour regarder si les politiques réempruntent une manière de parler, un langage et des lexiques et des champs lexicaux aux médias, et est-ce qu'ils réinvestissent une partie du discours médiatique dans leur discours. Et donc, encore une fois, pour avoir une relation de causalité, il faudra identifier des variations qui permettent de mettre en avant ces liens de causalité. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette première exploration initiale, pour essayer d'identifier de bonnes variations qui pourraient nous permettre de faire cette analyse. Et on a quelques idées sur les variations qu'on voudrait exploiter, mais on n'a encore rien de très clair et de très défini. Donc, si vous avez des commentaires, on prendra ça avec grand plaisir. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y a des questions ? Pardon si ça a été dit, mais la répartition des thématiques qui étaient dans les articles du Monde, je crois, par inaction, causalité, etc., c'est calculé avec quel outil ? Pardon, celle-ci, celle-ci, elle a été faite à la main. Ce graphe est assez simple, mais je suis en train de travailler sur d'autres méthodes pour le complexifier. Mais ce graphe, ça a été simplement fait à la main. J'ai regardé les termes les plus employés, qui co-occurrent le plus souvent avec le terme climatique, oui. Et je les ai catégorisés je les ai mis dans ces catégories, mais ce que je suis en train de développer, c'est d'essayer des algorithmes de supervision, des algorithmes de machine learning supervisés, notamment à base de word embeddings pour classifier ces articles du Monde dans différentes catégories prédéfinies, mais aussi des topic models pour les classifier dans des catégories non prédéfinies. Okay. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Sur cette slide 9, toujours, je me suis demandé si vous aviez prévu de faire comme la seconde présentation, de classifier les différents DAG, les différents schémas causaux qui sont potentiellement mis en avant dans la presse, à savoir, on a vu que vous aviez différentes catégories, causes, conséquences, alertes,
action, inaction, etc. Oui. Il y a certainement différents types de causalité, différentes causes qui sont mises en avant à des niveaux plus ou moins abstraits, plus ou moins concrets. Donc, c'était ma première question. Et la seconde était de savoir si vous aviez prévu de dépasser cet aspect « l'environnement, c'est le climat », en se disant que l'environnement, c'est aussi une biodiversité, c'est aussi des limites planétaires, c'est aussi... Bref, c'est réduit le plus souvent à ça, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Oui, alors, je vais répondre à la deuxième question en premier, parce que je m'en veux un peu de ne pas avoir explicité ça plus clairement dans la présentation, mais je me suis concentré juste sur le thème climatique parce que c'était simple et clair pour tout le monde, et ça permettait de faire passer l'idée de manière simple dans cette présentation, mais le projet s'intéresse beaucoup plus largement aux questions environnementales et pas seulement à la question climatique. Et d'ailleurs, le tout premier graphe est une couverture de climatique et biodiversité. Et on cherche à s'intéresser à des questions beaucoup plus larges que seulement le changement climatique et seulement la question climatique, et à différencier entre ça. Mais effectivement, c'est très important comme point. Et donc sur l'autre question, on n'avait pas envisagé de faire ça, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire et mettre en place avec justement les algorithmes dont je pense que Julien a mentionné avant, Relatio, etc., qui ont été développés par, je crois, Germain Gauthier, etc., Philine Widmer et Elliot Page, je crois. On pourrait utiliser ce type d'algorithme à grande échelle pour identifier quels sont du coup les sujets, les verbes d'action et ce que vous mentionniez aussi, les sujets, les verbes d'action et les objets, et pour essayer de catégoriser ça et de regarder comment ça évolue dans le temps. C'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas pensé à faire et qu'on devrait sûrement faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je m'interrogeais un peu, même si c'est exploratoire et c'est la suite, mais voilà, vous nous avez évoqué les sujets au début de l'impact sous les discours politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de vos hypothèses, voilà, qu'est-ce que... Oui. Oui, ça c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais évoquer en réponse à la question précédente et que j'ai oublié. Mais ce que je voulais clarifier, c'est que le point de départ de ce projet, c'est initialement de regarder comment est-ce que des termes, des concepts environnementaux comme le concept de limite planétaire, d'empreinte écologique, etc., ont été développés par des scientifiques et sont ensuite saisis par des médias, potentiellement ensuite par des médias, et à un autre moment aussi par les politiques. Et comment, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la chaîne de transmission entre scientifiques, médias et politiques sur ces concepts clés. Et donc l'idée et la théorie derrière, c'est que les médias réduisent le coût d'accès à l'information pour les politiques en vulgarisant et en donnant une information sur ces concepts scientifiques. Et donc, ça réduit le coût d'accès à l'information pour les politiques qui peuvent ensuite couvrir plus facilement les questions environnementales. Et de même, j'ai parlé de concepts environnementaux comme les limites planétaires ou l'empreinte écologique, mais il y a aussi des questions qui sont similaires sur des données où il y a des données qui sont mises à la disposition, les médias peuvent potentiellement en parler et du coup réduire le coût d'accès à l'information à la fois pour les citoyens, mais aussi pour les politiques sur l'existence et l'utilisation et la possibilité d'utiliser ces données de diverses manières, comme des données de pollution par exemple, etc. Bien. S'il n'y a pas d'autres... Oui. Moi, j'ai peut-être juste une petite question plutôt méthodo et pour on va dire pour notre gouverne par rapport aux différents projets qu'on accompagne qui cherchent à étudier des séries temporelles à partir des médias. Alors, pour les construire, les tiennes, tu as parlé de deux façons. Nombre de proportion du nombre de mentions et durée, nombre de, si j'ai bien compris là, les graphiques, c'est nombre de sujets qu'ils mentionnent. Oui. Donc c'est un. Ceci, c'est le nombre de sujets qu'ils mentionnent et cela, c'est le temps d'antenne.
La Voilà, proportion du temps d'antenne. Donc en fait, déjà sur ces deux différentes manières de construire la courbe, il n'y a pas de différence. Sur les résultats ? Oui, sur les résultats. En fait, un point que j'ai éludé parce que pour des raisons de temps, mais c'est que ces données, ce graphe est construit avec seulement les données environnement et pas les données de tous les JT. Donc pour le dénominateur qui est la durée totale du temps du JT, j'ai reconstruit ça de manière plus ou moins bonne. Et maintenant que vous nous avez fourni les nouvelles données, on pourra le construire de manière un peu meilleure déjà et faire effectivement cette comparaison. Pour l'instant, cette comparaison, c'est peut-être très descriptif pour vous et pour des gens qui sont dans le public, mais pour nous, ça a de la valeur de savoir si ces mesures, elles sont interchangeables, oui, non. Et je pensais aussi, je ne l'ai pas suggéré dans la présentation précédente parce que ça me paraissait peut-être moins pertinent sur la rubrique au sens des JT économie, qui est souvent placée à la fin, mais il y a la pondération, en tout cas la place en termes de rang dans le JT, c'est-à-dire à quel moment du journal intervient l'information, qui paraît peut-être aussi quelque chose à explorer. En tout cas, une quantification de la variation de ces différentes mesures et de leur significativité statistique, c'est quelque chose qui nous intéresse sans même après entrer dans les transcriptions où on est. Ces questions de rang, on comptait aussi les explorer, mais le problème c'est qu'avec les données juste d'environnement, on ne peut pas les explorer parce qu'il n'y a pas de moyen de reconstruire le nombre total de sujets qui sont couverts dans l'article. Mais avec les nouvelles données où on a l'univers des notices qui traitent l'univers des notices sur les journaux télévisés, là on pourra reconstruire le rang relatif. Et on pourra reconstruire cette variable qui est très intéressante, je pense, à étudier aussi. Et qui permet aussi de construire les mesures de pression médiatique. Ok, merci. Merci encore à Vincent pour son intervention. On n'a pas vu combien. Et on peut terminer ces séminaires rappelant la prochaine séance qui va être le 17 janvier autour du thème espace-temps donné. Nous allons accueillir Boris Baud, Aurore Lessieux et Benjamin Gibert. Et voilà, et la vidéo sera en ligne dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à tous les intervenants.